sauvage en mode de barre de hippie avec de plus en plus effectivement de poils blancs aussi. Je fais le cake. Ouais, ça se voit. Alors, bienvenue à tous. J'attends que ça. Oh, Salut le Marie-Clémentine, podcast salut Zedéric, salut Alizé, salut Srilumpa, salut Toto, salut Franck, salut Guillaume et salut encore une fois Franck. Je me dis 2 fois Franck, c'est un peu Ah oui, la parce qu'il merde. a écrit 2 fois. Donc Ah si vous oui, écrivez 3 fois, il vous dira bonjour 3 fois. il est fou. Alors, bienvenue dans notre podcast Lifestyle, parce qu'on est en train de parler de choses intéressantes finalement. On était sur l'eau chaude ou l'eau froide. Vous êtes plutôt quel team? N'hésitez pas à répondre dans le chat. Surtout, ouais. Voilà. En fait, on est en train de préparer notre nouveau concept. Nouveau podcast. On a fait, en fait, on parlait en off. C'est vrai qu'effectivement, on a fait beaucoup de podcasts dans notre carrière, beaucoup de podcasts qui se sont foirés, beaucoup de podcasts qui ont réussi, mais on n'a pas eu un seul. Mais pas le podcast qui a, voilà, le magnum opus. Et on pensait vraiment faire un podcast de lifestyle. Dis rien, mec. Dis rien. On va juste arriver avec ça. Et voilà. Et c'était quoi le titre? Je me souviens plus déjà. Life List. Ah, Life List. On va faire des. Avec un fond bleu à la place. Voilà. Ouais. Et on a choisi ciel. de vous parler de l'eau chaude, de L'eau chaude. faire des comparatifs de multiprises. On s'est arrêté aussi sur le produit Guillaume barbe. nous dit eau chaude globalement, ouais. Quel team? C'est une belle team. L'eau chaude, c'est bien pour les cheveux ou pas, Karim? Notre correspondant du coup pour tout ce qui concerne les soins Ça capillaires. dépend ce que t'en veux. Mais le mieux, ça reste quand même de l'eau tempérée quelque part. Tu vois, je veux dire, faut pas Évidemment. que ça agresse aussi ton cuir chevelu. Tu vois. Bien Trop sûr, chaud, ça évidemment. agresse ton cuir Et chevelu. là, pour la c'est barbe, juste d'ailleurs, un homme. sachez que l'eau tempérée, c'est bien aussi, parce que trop chaud, c'est pas bon du tout. Mais globalement, on on a se pas mal lave de choses à beaucoup vous trop dire, chaud hein. dans la vie. Oui, voilà. C'est l'eau chaude, c'est On se lave. bien. c'est un D'ailleurs, bon on peut même équilibre. dire que globalement, on se lave beaucoup trop. Et c'est pas faux, parce que c'est vrai qu'on Ouais, Mec, arrête-nous, parce qu'avec Marvin, on te fait 2 heures. Hein. Mais c'est vrai que moi, je suis à 2 douches par jour en moyenne, je crois. C'est pas bien. Ouais, je sais. Mais... C'est confortable. Mais Clairement, c'est pas en fait, bon, tu vois, pas bien c'est pour ça toi. qu'à un moment donné, t'aimais Star Wars et maintenant t'aimes plus, en fait. C'est parce que t'as pris 2 douches par jour et du coup, paf, tu sors ta deuxième douche, Star Wars, c'est nul. Normal. Peut-être je sors, C'est comme les je me environnements sèche, aseptisés, mec. je me sèche et là, je suis en train de T'acceptes dire plus putain, Tarkovsky, c'est génial, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Alors, ouais, je suis pas sûr que les fans de Tarkovsky se lavent beaucoup. Mais bon, Non. Ah oui, c'est un il autre- y a la limite, effectivement. Ah, il y a autre chose. Il y a une barrière. on est pas Non, mais bon, encore, je sors, je fais, j'adore David Lynch. Voilà. Ouais, Ouais, c'est tu ça. me diras, c'est un peu pareil, c'est un même team Tarkovsky. Ouais, j'arrive pas à trouver de réalisateur propre, en fait. Nolan? Oui, encore, non. Réalisateur clean. Vous avez Ouais, des idées de réalisateurs propres, mettez-les dans le chat. Hein, mais là, de réalisateurs que vous dites, par exemple, en société et que vous passez pas pour Ouais, genre. un gros tricard. Tout de suite, ça fait mec qui se lave un peu, tu vois, genre. Ouais. Il a un short depuis la meuf violet. Bah, sachez que le mien est noir, si vous voulez tout savoir. Voilà. Qui a un Scorsese, short- ouais, Ah, pas oui. sûr. Ah, Non, j'arrive pas à savoir. c'est raide. Si, Wim Wenders. Ah, Là, Wim Wim Wenders, Wenders, tu c'est sors vrai la que carte. c'est vrai Voilà, que tu sors la c'est- carte tu allemande, sors- un peu poète. Tu sens, Voilà, tu sens la bourgeoisie, quoi. Surtout. Ah, voilà, tu Voilà. schlingues la bourgeoisie. hein. C'est vrai que c'est vrai que ça fait propre, quoi. Bah ouais, tout de suite, tu fais, voilà, tu portes de beaux. Baz Luhrmann, ça se lave beaucoup, je pense, tu vois. Ouais. Ça se Un lave peu trop. Ça Ouais, prend ça- 10 douches par jour. Ouais, ça passe brille, 45 minutes c'est dans la chiant. salle de bain pour préparer Ah sa ouais, coiffure. ouais. Ah, non, c'était- Ça met de la cire brillante, ça, tu vois, c'est dur. Ça a des petits stickers colorés sur le miroir de la salle de bain. Ah ouais, petit carrément, peu, tu vois. clairement. Ouais, non, c'est un peu ça quand C'est même. ça. Baz Non, Luhrmann. Bruno Dumont, non, Ah. clairement pas. Là, Bruno Dumont, tu te roules t'es dans la au boue. pire, je pense. Non, là, t'es prof de Ah, français. si. T'es prof Non, de mec, français. tu Non, bah te laves non. au camembert, là. Non. Oh, tout ça. Alex Garland, là, tu te fais passer pour le petit con. Alex Garland, Ah, tu sais, tu te frottes, mais tu te frottes doucement, genre pour pas te faire mal. Toilette C'est au gant, tu vois. Genre, Ah oui. voilà, toilette au gant, un peu, tu sais, genre, je prends pas de risque, machin, tout ça. Ridley Scott, peut-être. Ridley Scott, très propre. Non. Ridley Scott. Non, Ça, non, en ayant la nuance, en disant non, mais il a eu une période difficile depuis le suicide de son Oui, frère. je Et voilà. Allez, Ridley Scott, tu te laves en faisant, tu sais, des mouvements, genre, très précis. Genre, Oui. voilà. Ah, c'est ça. Je pense que c'est ça, plutôt. Enfin, Ah ouais, bref. non, clairement. On peut faire un podcast là-dessus aussi, si ça vous intéresse. Enfin, bref. On pourra faire Oui, une tier list on des pourra- réalisateurs mais les plus franchement, plus sales. Tu sais Franchement, que cet été, mec, on fera des Ah, live Twitch comme ça, on fera ça. cet été, on a prévu de faire des live Twitch avec des tier lists pétés et clairement, ça Ah va ouais. être dedans. Ouais, je pense. vous Et le on dis, peut. voilà. Non, mais clairement, on peut faire ça. On va le noter, Cet été, on on va va le nourrir noter, comme ça. Hein. C'est clair et net. On va vous nourrir. On sera encore pire que maintenant. C'est-à-dire qu'on sera même plus en pyjama, quoi. C'est-à-dire que là, Ah bah non, clairement, cet été, on est en en Marcel. pleine- Hein, bah, voilà, en pleine dégueulasse. Ah bah non, c'est Lui l'été. qui remet sur Marcel Tony Soprano. Oui, bah voilà. oui, bah ouais. C'est- Ouais, mais les ouais. blancs, je les ai plus, putain. Je les ai jetés parce qu'ils sont Ah trop ouais, petits. bah on va t'en acheter d'autres. Hein.
Avec le Patreon, Ah ouais, on va c'est- se prendre un lot là. Puis t'inquiète, hein, c'est bon. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, la Baldur's Gate era, comme dit. Ouais, la avec fameuse Clémentine. Baldur's Gate Era où tu étais en slip de 8h à 23h sans bouger du canapé. Ma meuf qui dit t'es à 2h du mat, on va se coucher. Non, je suis encore sur les portes de Baldur. Je comprends, je respecte. En vrai. En slip sur les portes de Porte de Baldur. Baldur. Oh, puis, ça fait le titre d'une chanson qui est incroyable quand même. En slip, Ouais, c'est vrai. underwear on the gate of Baldur. On peut faire cette chanson, si vous voulez. Enfin, tout est possible, hein, clairement. Ah ouais, non, mais avec de l'argent, tout est possible. Encore une fois. On peut tout faire. Encore une fois. Voilà. Bon, Très écoutez, bien. on va pouvoir commencer cette émission. Je sais qu'il y en a qui sont un petit peu en mode serrage de fesses en disant est-ce qu'ils vont chier sur mon film préféré des années 2010 Est-ce qu'ils vont chier sur ma veste Scorpion? Est-ce qu'ils vont s'essuyer dessus en plus Est-ce c'est ce qu'ils qu'on va vont voir. Voilà, mais non, mais c'est ce qu'on va essayer de déterminer ce soir. Voilà, on va voir. Alors, bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. À l'occasion de la sortie de The Fall Guy avec Ryan Gosling et Emily Blunt et réalisé par David Leitch, déjà derrière le nullissime Bullet Train dont on avait fait le portrait à la rentrée, on va vous parler de la dernière fois où Ryan Gosling avait interprété un cascadeur et aussi un chauffeur exceptionnel, The Driver, dans le film de Légomaniac, Nicolas Winding Refn. Un film qui avait fait sensation à sa sortie en chopant également le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Ce polar urbain très simple a eu un impact extrêmement fort dans la pop culture entre popularisation de la synthwave, remise en avant de la stylisation de l'ultraviolence qu'on retrouvera dans les jeux vidéo comme Hotline Miami, lancement de la carrière de Nicolas Winding Refn à l'international avec une aura de futur Stanley Kubrick et aussi un nombre incroyable de mascus en mal d'amour propre qui se sont identifiés au personnage extrêmement instable et teubé de Gosling dans le film. Maintenant que les retombées sont passées, que reste-t-il de Drive quasiment 15 ans plus tard? Est-ce toujours un film aussi incroyable que la presse et les spectateurs ont acclamé? C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans ce podcast. Je suis Luc Lodec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Drive de Nicolas Winding Refn mérite la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur, podcasteur sur Flash Forward. Bonsoir Marvin. Bonsoir. Très, très bon goût en matière d'automobile dans ce film, il faut le dire. Oui, il y a de la voiture. Hein. Il y a de la voiture. Moi, mon côté professionnel de l'Argus, là, ça a pété un plomb. Là, c'était incroyable. Ouais. Ah, l'Argus Porn, clairement. Ah bah oui. Et Karim Berada du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Salut tout le monde. Alors, je vais commencer Pas de avec vanne après ça, les gars. Je vais commencer avec cette question con, bien sûr. Votre relation au cinéma de Nicolas Winding Refn. Et je vais commencer avec Marvin. Je comprends pas ce qu'il fait. Non, vraiment, je ne Tu comprends parles par pas rapport au cet Club homme. des 5 qui est sorti là récemment, c'est incroyable. Je comprends pas cet homme, mais ce qui me rassure, c'est qu'il ne se comprend pas non plus, je lui-même. pense. Oh. Donc, voilà. Non, je comprends pas son cinéma. Je trouve que ça n'a aucun sens, mais de temps en temps, fulgurance, quoi. Tu vois, c'est vraiment le réalisateur à fulgurance. Alors, je pense qu'on pourra expliquer ce soir peut-être pourquoi. En fait, hein. Il y a des cas particuliers. Drive en fait partie, quoi. Mais c'est quelqu'un que j'ai du mal à saisir. Je pense qu'il est persuadé d'être un génie. Alors, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est bien d'être persuadé d'être un génie, vraiment. Et qu'il est persuadé d'avoir énormément de personnalité. Je pense qu'il n'en a pas du tout. Voilà. Je pense que c'est une somme d'influences un peu foutraque qui se mélangent et qui font Winding Refn, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il cite beaucoup dans tous les sens et ça, peut-être que finalement ça lui crée un semblant de personnalité, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est quelqu'un dont je comprends absolument pas la filmographie, vraiment pas du tout. Mais, Ah oui, voilà. donc pour toi c'est une énigme finalement. C'est une énigme, mais pour lui-même c'en est une aussi probablement. Donc, Non, c'est pas pour très grave. moi. Pour moi, c'est un personnage. En fait, il joue un personnage. Il joue clairement Oui, un non, mais personnage. C'est le. Voilà, c'est juste qu'il se fait une image de petit génie egomaniaque. Enfin, tu sais, vraiment. Non, bien sûr. Après, Charles je parle Estet. pas du tout de son, je parle pas du tout de sa personnage. Je m'en fous en fait, de comment il est en interview ou quoi. Tu vois, c'est pas grave. Mais vraiment dans son boulot, je comprends pas en fait. Tu vois, genre, je vois pas d'étape claire, de cheminement clair dans cette filmo. Voilà, c'est compliqué. Entre les moments où il passe son temps à citer des gens, les moments où il essaye un peu Oui. d'être quelqu'un, c'est vachement dur. Oui, Je oui. j'arrive pas à savoir vraiment. Non, mais je peux comprendre. Mais après, moi, c'est pas quelqu'un non plus qui est. Je comprends sa filmo entre guillemets dans le sens où c'est assez toujours les mêmes sujets en fait. Et, donc, concrètement, pourquoi il en parle, je sais pas. Tu vois, je pense pas que ce soit quelqu'un qui a grandi dans le crime ou dans la, enfin peut-être dans la mode un petit peu. Je pense parce que c'est il est quand même. Le c'est un crime, fils la de mode. monteur, ouais, non, mais tu sais Ouais, non, mais c'est sûr.
le milieu de la pègre, tu vois, bon, ça, je pense que c'est une fascination bon, comme tu peux avoir quand t'es ado, quoi. Mais le truc après de la mode, par exemple, je pense que c'est un truc qui vient de ses parents parce qu'ils sont. Je crois que le père est monteur, mais je sais plus si sa mère elle travaille là-dedans justement. Donc il y a quand même un espèce de goût bourgeois par rapport à ça, et je pense qu'il est quand même voilà, c'est pour ça qu'il a beaucoup de trucs là-dessus aussi. Il y a un truc rigolo, c'est qu'il essaie absolument de se donner cette image d'anti-cinéphile. Tu sais, genre, je sais pas si vous avez déjà vu une interview de lui. Oui, je crois que c'était pour combiner, il faisait n'importe quoi. Oui, ou alors vraiment, du coup, pour le coup, il se fout absolument de tout, tu vois, genre, où t'as l'impression qu'il connaît rien, enfin, il le fait exprès, tu vois. Alors que pourtant, c'est le prototype du réalisateur cinéphile, tu sais. Oui, genre, bien sûr. le mec qui cite tout le temps quelqu'un. Pour moi, c'est un utilisateur de Letterboxd. Hein. Ben voilà, c'est ça, en fait. Là, genre, littéralement, chaque plan de. Bah, en plus, dans Drive, je pense qu'on est au summum de l'excitation absolue de tout. Bon, on verra après. Mais on le verra après, mais ouais, il y a ça partout, quoi. Je pense que chaque plan de chaque film peut être pris à quelque cité, part. ouais. Puis, il n'hésite pas à demander même aux réalisateurs qui sont encore en vie de dire je peux te faire un petit peu une dédicace on va y revenir, je pense qu'on va y revenir. Non mais clairement, c'est ça. Quoi. Mais pour moi, alors il a commencé comme étant un peu le Jean-Luc Godard de la pègre, hein, parce que Pusher c'est vraiment le à bout de souffle en fait, version la drogue. Ouais, mais version criminelle, pègre, danois quoi. Et je trouvais que le fait d'utiliser la caméra à l'épaule, le fait que tout est extrêmement rushé, enfin t'as l'impression que tout est pris sur le vif. Ça marchait super bien en fait dans Pusher. Et après, c'est vrai que la trilogie Pusher, c'est-à-dire le 2 et le 3, je vous raconterai, c'est quand même une fun fact, hein, parce que normalement, il ne devait pas avoir de Pusher 2 ni de Pusher 3. Moi, après, Bronson, par exemple, tu vois, j'en ai rien à foutre. J'aime pas vraiment ça. Moi, j'adore, par contre, moi, ce que j'aime dans son cinéma, c'est quand il est lâché, tu vois. Quand, genre, il n'y a plus de limites. Genre, quand il n'y a pas qu'un producteur, quand c'est pas. Tu sais, quand il écrit vraiment ses propres trucs, là, ça me fait marrer. Et quelque part, c'est presque du Baz Luhrmann, tu vois, dans le sens où je vois ce qu'il fait et j'accepte. J'accepte malgré le bordel. Quand justement il a personne, quand il fait moi, les j'adore. choses tout seul, ça donne Only God Forgive. Only God Forgive, j'adore. J'adore, c'est incroyable. J'abandonne au premier karaoké, clairement. Enfin, voilà. Meilleure scène de karaoké, mec. Meilleure scène de karaoké. Qu'est-ce que tu fais chier? Faut arrêter. C'est ça le cinéma, frère. Mais c'est ça le cinéma. Only God Forgives, c'est incroyable. Neon Demon, j'adore. Copenhagen Cowboy, qui était sur Netflix, incroyable. Par contre, bon, j'ai pas fait la série sur Prime Video où il y a Kojima. Je crois que c'est Too Old to Die Young. J'ai pas testé. Je suis pas encore à ce niveau, mais faudrait que je le fasse. Mais j'aime bien sa stylisation en fait, parce qu'il me rappelle quelqu'un que j'adore. Oui, de toute façon, il rappelle toujours quelqu'un. C'est peut-être ça son problème. Ouais, mais c'est clairement, il a là ces mêmes recherches un petit peu surréalistes, un peu de David Lynch quelque part, dans sa filmo, et c'est ce que malheureusement, c'est sur ce truc-là où je me fais attraper en fait. Enfin, moi, je suis vraiment con sur ce cas-là, quoi. Et j'adore ça en fait. J'adore cette utilisation même de la violence, le côté. Ces concepts métaphysiques qui te foutent en milieu de film, ou même les moments où ils se regardent et là, vous allez vous parler au bout d'un moment. J'adore, tu vois, mais c'est bête, c'est complètement con, mais c'est des trucs qui m'attrapent, moi, à chaque fois qui me cueillent. Et oui, il y a des fulgurances, oui, il y a des moments, c'est naze, mais il y a des moments, ouais, effectivement, tu peux pas leur lier en disant, ouais, c'est quand même, il y a des beaux plans, il y a des scènes, des séquences qui sont chocs et qui fonctionnent très bien. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre, c'est le bordel. Dans son truc, il sait pas trop ce qu'il fait, je pense, des fois. En fait, non, il doit être un peu en mode. De toute façon, on a vu des documentaires où on voit très bien qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Oui, c'est le documentaire. Alors, il y a le documentaire qu'il avait fait avec Friedkin quand il parlait de. Oui, mais ça, c'est un bonus. Mais je parle de genre le documentaire sur le tournage de Only God Forgives. Oui, tu te rends bien compte qu'il a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Et le film crie tout le temps, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, voilà. Oui. Mais Ryan Gosling a adoré à un tel point qu'il va imiter ses films pour le faire le sien derrière. C'est ça qui est c'était infernal d'ailleurs. The Lost River. Oh mon dieu, quel enfer. C'était incroyable. Non, mais après, il a une personnalité, moi, que j'adore détester, tu vois. Il a une personnalité petit con, il chie sur Lars von Trier. Le moment où il est en train de défoncer Lars von Trier en disant que c'est un putain de nazi, que c'est un gros con. Alors que Lars von Trier, oui. C'est un peu le même. Oui, mais c'est dans deux cas différents, parce que c'est vrai que Lars von Trier a cassé les couilles à tout le monde avec le Dogma, avec Winterberg. Il a une personnalité complètement fucked up. J'aime bien ses films, hein, mais il est fucké de la tête, hein, Lars von Trier. Et c'est vrai que bon, Nicolas, t'es pareil un petit peu, quoi. Tu vois, quand on voit par exemple le bonus de Sorcerer. Où c'est Refn qui essaye de dire à comment il s'appelle, à Friedkin. ouais, regarde, moi mon film Only God Forgives, c'est incroyable.
Putain, l'autre, Non, mais c'est même pas qu'il dit ça, c'est qu'il dit je suis toi, il dit ça, c'est mon sorcereur ou je sais plus quoi. Ouais. Et en fait, en voyant ce bonus, je me suis dit, soit il est totalement foilier, soit il est bête. Et je sais pas, du coup. Bah là, c'est bête. Là, c'est vraiment con parce qu'il se fait attraper, du coup. Il est entre les deux, je pense. Mais bon. c'est assez fou. La séquence est lunaire hein, quand Friedkin est en train de péter un plomb face à lui en disant mais t'es vraiment trop con quoi. Non, Ouais. c'est vraiment sympa. Revoyez ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il a découvert son alter ego japonais. Oui, Hideo Kojima. c'est un problème. Ça Ça va devenir un gros problème. Il est pas dans Death Stranding, Refn, Si. si, Alors si. c'est son modèle 3D, c'est pas lui qui joue en fait. Non, mais il est quand même là, tu vois. Mais il est quand même Mais là. Ça va devenir un problème peut-être un jour. Ah, Ça oui, peut l'être. Ah non, c'est assez fou, je trouve. Kojima, c'est pareil, hein, c'est la même tendance, hein, je pense que lui. Enfin, un peu moins. Parce qu'ils prennent, mais ça a l'air vraiment bien. Ah ouais, non, mais des fois, c'était ouf. Hein. Ils sont très instables les deux de la même manière. Tu vois, c'est des gens qui ont du talent. Tu vois, c'est indéniable. Tu leur mets un truc entre les mains, ils font un truc extraordinaire. Mais ils ont. Alors j'ai moins fait une référence. personnalité fuckée aussi. Ah ouais. Ouais, mais c'est un peu frustrant des fois quand même, tu vois, de voir des. Parce des que gens, là, tu le vois, fait qui qu'il sont se. vraiment- On avait cette histoire là de Metal Gear Solid 5 où il s'était fait virer au milieu de production, là, comme quoi ça a été la merde chez Konami. Il l'a cherché. Moi, je te dis, il l'a cherché. C'est clairement un mec imblairable aussi, hein, je pense, Kojima, dans l'idée. Donc, ouais, mais je suis content qu'il trouve des amis comme Nicolas Winding Refn parce que je l'aime bien. Voilà, tout simplement. D'accord. Karim, de ton côté. Beaucoup moins qu'avec vous, parce que j'ai clairement pas platiné le bonhomme. Après, pour moi, c'est un mec qui. Je sais pas, la seule constante que je trouve chez lui, c'est un rapport à l'ultra-violence stylisée et à toujours chercher le plan, l'hommage, mais surtout à chercher à faire le cinéma avec des guillemets à chaque fois qu'il fait un truc. Mais ça reste quand même un mec, je trouve, quand même, qui est assez talentueux, parce que ça marche, hein, je veux dire, ça marche. Après, voilà, j'ai pas fait tout ce que vous avez fait, donc j'ai pas non plus un avis complet sur la filmographie. Mais j'avoue que quand on parle Refn, j'ai tendance à penser, oui, il y a de l'ultra-violence stylisée, il y a des plans chiadés. Beaucoup, parce que mon introduction, c'est avec Drive. Et j'ai fait d'autres trucs après, j'ai vu Bronson après, et j'ai vu d'autres trucs après. Mais voilà, donc un avis moins calé que le vôtre là-dessus, mais quand même sympathisant, parce que c'est quand même, ça reste quand même si on sait pas laquelle, ça reste quand même avec de la personnalité quand tu es dans tout le truc. Et juste sur Drive, moi j'avais un souvenir que ça a été un film qui a pas du tout été vendu comme ce que c'était. Tu vois, par Non, c'était exemple. vendu comme un Fast and Furious. Hein. Ouais, donc Imagine la déception. Ouais, bon. Oula, Tu vas voir, si tu vas voir un ou Fast and l'inverse. Furious, tu prends cher. Bon, Ouais, après, ou le l'inverse, plan en de fait, la c'est course-poursuite, là, le plan de la course-poursuite met à l'amende les premiers Fast and Furious. Hein. Ah, grave. Oui, bah tous, hein. Grave. Vraiment. Oui. Donc Refn, pour moi, voilà, je veux dire, c'est pas grande connaissance. Voilà, un mec qui se la touche un peu, mais qui fait ça bien, et qui a véritablement un problème avec la stylisation, avec le fait de donner du style à la violence. Donc ça laisse toujours, vu que j'ai un côté un peu psychopathe, toujours un peu d'attrait quand même. Ok. Mais c'est le côté, c'est dans le Nord. Dans le Nord, ils ont une particularité avec la violence aussi, qui est assez singulière quand même. On va vous lancer directement la bande-annonce du film. Prenez-vous un petit peu de Kavinsky, bien sûr, dans les oreilles. Vous allez être ravis de revenir dans les années 2010. Hein. Putain, la BO, attends, la bande-annonce Skyrock. C'est Putain, le Skyrock qui passe après, c'est incroyable. Alors, Drive, sorti en 2011, adapté du roman Drive de James Salis, paru en 2005. Scénario écrit par Hossein Amini, qui écrira par la suite, attention, accrochez-vous, Blanche-Neige et le chasseur et 47 Ronin, qu'on a déjà parlé dans Shitlist. Et Wesh. la moitié des épisodes de la série Obi-Wan. Et quand même, des grands artistes sont avec nous ce soir, ça me fait plaisir. Il y avait du monde sur le. Ah ouais, parce que c'est pas fini, attention, ouais. Réalisé donc par Nicolas Winding Refn et épaulé à la photo par Newton Thomas Sigel, le chef-op de Bryan Singer. Donc le mec qui a éclairé les X-Men, tous les X-Men, a éclairé Drive. Suspect éventuellement. Bon, Usual Suspect. Mais ce qui est quand même... Là, je me suis dit... Parce que tu sais que... Enfin bref, il y a un problème, il y a un truc de syndicat et tout dans la production américaine. Et je me suis dit à quel point Nicolas Winding Refn a marché sur le travail de ce chef-op. Tu vois, c'est le truc aussi du... Oh non, je pense que c'est l'inverse. Bon, on verra comment ça a été géré. Musique de Cliff Martinez, Kavinsky, Desire et College. Budget serré de 16 millions de dollars quand même, soit autant que Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone. Produit par une armée de producteurs indépendants dont Mark Platt, le futur producteur de La La Land et Babylone. 4 boîtes de production totale, 7 producteurs pour nous raconter l'histoire d'un trentenaire flippant nommé The Driver, incarné par Ryan Gosling, qui se prend pour un cow-boy le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour les truands. Mutilé
toxique, problème relationnel avec une fâcheuse tendance à rester à regarder ses interlocuteurs un peu longtemps. Il y a son propre code de conduite, jamais il n'a pris part au crime de ses employeurs autrement qu'en conduisant, jusqu'au jour où il décide d'aider son voisin, un ex-tolard, qui est le mari de la meuf qu'il essaye de se taper en la stalkant. Voilà, très très bon, très très belle histoire, j'aime beaucoup. Marvin, d'ailleurs, petit concept philosophique grâce au film, parce que j'ai appris beaucoup sur la philo grâce à ce film-là. Ah bah bien sûr. Le scorpion ou la grenouille? Je ne sais pas, je m'attendais pas à cette question. Ça, et j'ai t'as dû clairement, l'écrire, mec. j'ai clairement t'as pas dû préparé l'écrire, de le réponse. Non, quoi. j'ai cherché la signification de ce putain de truc de scorpion, et effectivement, c'est un vrai truc de fable. C'est une vraie fable qui est racontée D'accord. dans le film, en fait, à travers le film. D'ailleurs, Winding Refn est très fier de définir son film comme étant un conte inspiré des frères Grimm. Je veux dire, et d'ailleurs, ce qui est intéressant pour ouvrir ce truc, c'est que, comme d'habitude, pour lui, Drive, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire qu'on lui a demandé plein de fois qu'est-ce que c'est. Et il a dit, c'est un conte des frères Grimm, c'est un hommage à Jodorowsky, c'est un hommage à Kubrick, c'est un hommage au monde entier. C'est tout et c'est rien à la fois. Humaniste. Voilà, ça parle à tout le monde. Et moi, ce que je disais au début, c'est que je comprenais pas sa filmo et que parfois il y avait des fulgurances, parce que je pense que c'est quelqu'un qu'il faut cadrer. Tu vois. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui doit être cadré, parce que sinon c'est compliqué. Et ce qui est miraculeux dans Drive, et ce qui pour moi en fait officiellement une fulgurance de sa filmo, parce que je le dis tout de suite, j'aime beaucoup le film en fait, c'est que il maîtrise rien dans la production du projet, dans le sens où c'est absolument pas son idée. Exactement. C'est-à-dire que c'est un projet de Neil Marshall avec Hugh Jackman à l'origine quand même. Alors oui, c'est un projet de Mark Platt. C'est un projet de Mark Platt qui a chopé le livre, et qui a dit et qui avait en fait la même chose. Non, alors du coup en fait le livre normalement c'est un truc non linéaire, ça raconte plus ou moins la même chose, sauf la relation d'amour. Et puis il y a plein de flashbacks aussi. Voilà, c'est un peu en bordel, donc c'est le scénariste qui a dû remettre un petit peu l'ordre là-dessus. Ça a été, oui effectivement, c'est Mark Platt qui a pris les droits d'adaptation du livre directement à la sortie, parce qu'il trouvait que l'histoire pouvait rappeler un peu Bullitt et tous les trucs avec Steve McQueen et Clint Eastwood, quoi, vraiment un mec tu sais à haute valeur jusqu'à en mettre au péril de sa vie, tu vois. C'est ça. Le samouraï, Marvin, you know. Le samouraï. Vrai samouraï. Bien sûr. Et pour le coup, effectivement, le premier projet qui était extrêmement drôle, parce que c'était Neil Marshall, le réalisateur de The Descent et Doomsday, qui devait faire ce film avec Hugh Jackman. Parce que tu cites des trucs que les gens aiment bien, mais que les gens connaissent. Avec Hugh Jackman. Mais Hugh Jackman, attends, avec un truc de fou, c'est que le mec perdait la boule parce qu'il faisait trop de films. En gros, c'était un cascadeur qui perdait la boule parce qu'il faisait trop de films. Mais n'importe quoi. Mais un film d'horreur en fait, un thriller psychologique. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Avec Hugh Jackman. Avec Hugh Jackman. Effectivement. Et donc oui, voilà, ce qui se passe, c'est que Winding Refn, il se retrouve finalement là parce que Ryan Gosling l'adore et que quand il signe, il conseille Ryan Gosling à la prod. Et il se retrouve là avec un projet qu'il n'a pas vraiment choisi, avec un scénario du coup qu'il n'écrit pas. Puisque c'est une adaptation qui est écrite par Hussein Hosseini, c'est comme ça qu'il s'appelle, avec un chef-op qu'il n'a pas choisi. Et en fait, je pense que tout ça, finalement, ça lui rend service, en fait. Bah ouais. Parce que vraiment, là, on a plein de choses structurelles qui manquent beaucoup d'habitude dans sa filmo. Hein, c'est-à-dire une structure narrative, une photo cohérente. Voilà, des choses qu'il n'a pas maîtrisées et qui sont dans Drive. De l'autorité, en fait, dans le plateau. C'est-à-dire voilà, en fait, pas l'autorité dans le plateau et un acteur complètement à son service. Voilà, ce qui est des choses qu'il n'a pas souvent, en fait, pendant son parcours, et il a tout ça dans Drive. Et je pense que ça fait un espèce de miracle, oui, qui fait que le film, déjà, est beaucoup plus, on va dire, structurellement sain que ce qu'il fait habituellement, puisque clairement, on n'est pas dans un processus de roue libre comme le film suivant. Par exemple. Le karaoké, mec, le karaoké, putain. Le karaoké, si tu veux. Et que oui, bon, pour le coup, c'est un film qui porte assez fièrement ses influences les plus évidentes, quoi. On a parlé du film de Walter Hill, de Steve McQueen, de tous ces trucs-là. Ouais. Clairement, on a une espèce de réinterprétation de ce personnage-là, passé un petit peu à la moulinette Refn, parce qu'il y a quand même des choses qui pourraient lui appartenir, mais qui sont surtout la résultante de ce à quoi il essaie de ressembler. Hein, parce que voilà, comme on a dit, il a cité 50 000 trucs comme référence, comme influence. Je pense qu'il a dit n'importe quoi. Franchement, je pense honnêtement qu'on lui demande ce que c'est, il dit n'importe quoi. Un hommage à Jodorowsky, ok, pourquoi? Kubrick, pourquoi? Enfin, je veux dire, il cite n'importe quoi. C'est le Kubrick de la bagnole. C'est le Kubrick de la Ford Mustang. Mais par contre, il y a des choses qu'on voit, et c'est un truc qui m'a beaucoup frappé
du coup, et on va faire le lien avec ce fameux bonus de Sorcerer, c'est que oui, j'ai été frappé par la totale, le total mimétisme de Drive avec un film de Friedkin, en fait, qui est To Live and Die in LA. J'avais French jamais Connection remarqué. aussi, hein. Ah ouais, non, mais To Live and Die in LA, je veux dire, c'est littéralement sur plein d'aspects le même film. J'étais super frappé de ça. C'est-à-dire que ouais, on a la même thématique narrative principale, c'est-à-dire qui est celle de filmer déjà Los Angeles Ah. un petit peu à l'opposé de son image glamour. Enfin, tout est fait pour ne pas glamouriser la ville. Alors, il y a ces fameuses anecdotes comme quoi on filme pas les quartiers les plus huppés, justement, on les évite sciemment, même quand normalement géographiquement on doit passer dedans, on n'y passe pas, tu vois. Ouais. Le fait de montrer LA comme étant un truc finalement assez Urbain et pourri, triste. quoi. Tu vois, assez urbain, assez triste, avec des gens qui sont tous relativement tristes. Et puis, comme dans To Live and Die in LA, c'est quand même l'histoire de gens qui passent leur vie à essayer de montrer qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont vraiment, quoi. Voilà, c'est ça. Pendant tout le film, on a des gens qui se font passer pour quelque chose d'autre et qui finissent par se révéler. Et c'est quelque chose qui marche très très bien dans Drive, quoi. Justement, ça colle vachement bien avec ce côté de la violence à laquelle on te prépare pas. C'est un truc qui marche vraiment beaucoup dans Drive, quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui passe son temps à faire des pay-in et qui te donne quasiment pas de payoff. Par contre, les payoffs sont vraiment super impactants, quoi. Ouais, Là, clairement. il y a cet emblème de la fameuse scène de l'ascenseur où, oui, pour le coup, t'as la première, la première moitié de la scène qui est la personne qu'il essaye d'être, c'est-à-dire qu'il est gentil, serviable, etc. Et puis l'ultra-violence qui vient ensuite. Oui, parce que c'est en avec, plus le choix de. Enfin, le fait que ce soit Ryan Gosling, le fait qu'il soit propre. Et le fait qu'il soit Ouais, en ouais, fait justement. vraiment dégueulasse, et ça marche bien, je trouve. Ouais. Donc non, ça m'a la frappé de position. voir à quel point il se prenait totalement pour Friedkin pendant Drive, quoi. Il y a des plans sur la route qui sont littéralement les plans de la poursuite de French Connection. Il y a la citation avec les fameux lieux de la poursuite de police fédérale Los Angeles. Voilà, je veux dire, vraiment, j'étais vraiment surpris de ressentir autant de mimétisme. C'est un truc qui m'est complètement échappé les fois précédentes, quoi. Et c'est ce qui m'amène à penser que vraiment, enfin, je pense que Refneux, ça peut être un réalisateur vraiment efficace. Je trouve pas génial, mais en tout cas très efficace quand il digère un peu les trucs et qu'il les recrache. Voilà, et j'ai du coup pas vraiment de problème avec Drive parce que c'est probablement le projet dans sa vie dans lequel il a été le plus cadré et où vraiment ça déborde pas, quoi, hein. Je veux dire, voilà, il y a une gestion du malaise, par exemple, qui ne déborde pas dans l'autre sens, comme on aura dans les films suivants. Voilà, je veux dire, c'est vrai qu'il y a une espèce de malaise ambiant qui est probablement créé par la direction d'acteur qu'il a imposé à Ryan Gosling, hein, parce que y a des passages de dialogue et de non-dialogue qui sont quand même terriblement malaisants. Et puis, Non, mais c'est même. Enfin, c'est débile. C'est débile. non, mais en fait, c'est pas loin d'être brillant. Oui. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a vraiment un truc qui est brillant dans le film. Alors, encore une fois, c'est pas de son fait. C'est Ryan Gosling dans le rôle principal. Je pense vraiment que c'est la plus grande réussite et c'est la plus grande plus-value du film. C'est-à-dire que t'as ce mec-là qui, pour le coup, ressort pas plus que ça du casting, tu vois, qui a un physique à cette époque-là relativement banal, tu vois, qui est une espèce de coquille vide à laquelle n'importe quel incel du coin pourra s'identifier. Ce qui a clairement fonctionné, hein. Bonsoir. J'en Luc parlerai. Leguilec. Et en fait, il y a quelque chose de brillant dans ce choix ou ce non-choix de Ryan Gosling, c'est qu'il est toujours sur une espèce de frontière où il est à ça du ridicule. Mais vraiment, à ça de la non-crédibilité absolue. Voilà. Ce qu'il en fait un des plus grands humoristes. Ah ouais, non, mais les scènes où il menace des gens, tu vois, où il essaye d'avoir ce regard hyper menaçant, où tu sais pas si tu dois rire ou pleurer, tu vois, et en fait, bah, ça rend le film absolument brillant et ça marche super bien, quoi. Je veux dire, c'est hyper cohérent avec les pay-in que le film te met dans tous les sens, tu vois. Avec ce personnage-là que tu ne penses pas pouvoir avoir ce parcours. C'est pour ça que l'ultra-violence est vraiment impactante, parce que venant de ce personnage, normalement, c'est impossible. C'est impensable au début du film, en tout cas. Et donc, ça marche vraiment bien d'avoir choisi un acteur qui colle absolument pas avec la fonction qu'il a. Parce que c'est littéralement un personnage fonction, enfin, le truc absolu, voilà, bah, je veux dire, il s'appelle The Driver, c'est pas compliqué, quoi. Oui, mais c'est comme. Pour moi, c'est un Alain Delon samouraï, hein, dans Ouais, l'idée. voilà, c'est un peu ça. Mais clairement, c'est un peu ça, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je trouve brillant dans Drive. C'est l'utilisation de Ryan Gosling, quoi. C'est vraiment d'être sur cette ligne-là, du quasi ridicule, sans jamais complètement tomber dedans, quoi. Et finalement rester crédible un peu miraculeusement jusqu'à la fin, quoi. Donc ça marche. D'ailleurs, Karim en a eu marre, il s'est barré. Voilà, il est revenu. Ah non, on peut pas dire ça. C'est interdit. Mais sinon, à
côté de ça, peu importe quel chef-op il a eu le droit de prendre ou pas, je trouve quand même le film super réussi. Ah, il est beau. Et encore une fois, je veux dire, l'influence de tous les Van Dyne, je la ressens là, parce que c'était aussi ce film-là qui partait d'un polar pour finalement faire du surréalisme. Alors, de manière, on va dire, un peu plus expressionniste, baroque que dans Drive, pour le coup. Mais il y a quand même un petit peu de ça, quoi. Donc non, en fait, 15 ans après, moi, je trouve que ça marche toujours très bien. Et on n'a pas parlé de l'évidence, mais c'est que les scènes de poursuite sont super réussies, en fait. Je veux dire, pour le coup, en plus, on a du vrai travail pratique avec plein de cascadeurs, dont Ryan Gosling qui en fait une, il me semble. Oui. Et ça marche vraiment super bien. Il y a un sound design qui marche vraiment D'enfer. Le exceptionnellement montage son est bien. fou. Voilà. Le montage son est fou. Oui, les moteurs, tout ça. Donc, non, c'est un film qui marche toujours aussi bien, peu importe l'interprétation qu'on a été faite et la récupération qu'il y a eu par des gens un peu bizarres après. Mais bon, ça passé c'est une pas vidéo vraiment- YouTube, Marvin d'ailleurs, qui était Oui, incroyable. oui, Elle mais était lui, tu m'as envoyé un lien d'un truc tout à l'heure. Genre. Un Je mec, vous dis juste le titre, c'est Drive, et c'est quoi Drive et quoi l'initiation. Drive est une leçon ou un truc comme ça. De spiritisme, un Ouais, truc comme ça. Voilà, une leçon de spiritualité en fait. Genre, il faut Voilà, être comme ça. ça dans la vie, tu vois. Genre, voilà. Mais c'est pour ça que je t'ai posé la question, es-tu la grenouille ou le scorpion? Ah bah non, mais là, j'ai du mal à choisir un camp. Mais en tout cas, allez voir cette vidéo. On mettra peut-être pas le lien de ce genre de truc, c'est pas bien. Mais bon, il y a des interprétations bizarres autour du film. Enfin, tout ça pour dire que Drive, j'ai pas grand-chose à en dire à part. C'est un projet où Refneux est bien dans sa fonction de réalisateur, finalement. Il déborde pas tant que ça du cadre. C'est pas son projet le plus personnel, puisque. Bah non, parce que c'est pas c'est pas le style. Ah non, mais dans le sens où même graphiquement, tu vois, picturalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la suite, par exemple. Et je pense que c'est Peut-être pas parce qu'il est picturalement, cadré, mais mise en scène, oui, un petit peu plus quand même. Ouais, et puis parce que c'est très maîtrisé comme truc. Ah oui, bien sûr. C'est un truc qui va perdre un peu. Et que parfois il n'a pas eu avant. Mais pour le coup, je pense qu'en tout cas, c'est un de ses projets les plus sérieux et un de ceux qui. Enfin, pour moi, c'est vraiment le top de sa filmo encore aujourd'hui, quoi. Le Largement. top de la filmo de Refn pour Marvin. Alors, juste, je vais revenir un peu vite fait parce que c'est pas sa première incursion dans le marché américain à Refn, parce qu'il en a eu une en 2003 où il a foiré en fait. C'était Drive en fait. En gros, c'est sa seconde incursion. Mais il a fait la tentative avec Inside Job ou Fearix en VO, qui était un polar en fait avec John Turturro, qui est dans la même veine que Lost Highway. Dans le délire en fait. C'est en fait en gros c'est John Turturro qui joue le rôle d'un agent de sécurité dans un centre commercial en fait qui a perdu sa femme assassinée dans le parking du centre où il bosse. Et en fait il devient obsédé par cette histoire et il devient complètement zinzin en fait par rapport à ça. Il a toutes les photos, toutes les personnes qui étaient là le jour de sa mort et tout sur un mur et tout avec des câbles et tout, des petites fils. Il se tape toutes les bandes de caméras de surveillance constamment pour voir qui est le tueur. Enfin bref, le mec complètement zinzin. Puis finalement, il y a un truc qui fait que l'histoire avance, mais ça devient un truc très métaphorique, enfin très surnaturel, très surréaliste. Et c'est un délire un peu vraiment à la Lost Highway. C'est-à-dire que c'est un truc à interprétation. C'est-à-dire que soit tu vois le verre complètement plein, soit tu vois pas du tout ce qui se passe en fait. Et du coup, c'est un film absolument invendable et qui s'est planté. Qui s'est planté et qui a foutu en fait Refn dans la merde. Il avait une dette de $1 million en fait. Il est retourné chez lui en Danemark. Et en fait, il a dû en fait pour essayer de s'en sortir faire des suites à Pusher qui n'étaient pas prévues en fait. Et donc la trilogie Pusher est née de là en fait. Le 2 et le 3 viennent de ça et il a dû en fait faire une espèce de je sais pas, de triptyque en fait sur l'univers un peu les gangsters quoi, gangsters de l'Europe. C'est clairement pas un truc qui appelait à avoir 3 épisodes. Enfin, non, vous avez vu, on dirait que ça n'a... Bon, voilà. Pourtant, Pusher 2 est un peu faible, mais le 3 je le trouvais plutôt bien en fait. Ça remonte un peu, ouais, mais bon, tu sens quand même que... Bon, oui, c'est forcé un petit peu, tu sens mais que ça galère. Ça galère. Le dernier truc aussi que j'ai remarqué par rapport à ce que je disais, par rapport à Friedkin et tous les Vénalinais, c'est vraiment aussi le truc qui est au centre du film, c'est la BO. C'est-à-dire que t'as la même dichotomie aussi que dans Police Fédérale Los Angeles, quoi. Où t'as, tu sais, la BO à l'époque, c'était, on va dire, le truc post-Miami Vice, un peu bling-bling, pendant qu'ils filmaient des trucs horribles. Et t'as vraiment la même dynamique dans Drive, quoi. D'utiliser la BO, tu sais, un petit peu rétro-futuriste. Alors, ça, c'est un truc important. C'est vrai que la musique, c'est un truc important. Ça, c'était un truc important dans Drive parce qu'en fait, ils voulaient des titres. Enfin, Refn voulait des titres électroniques sous forme de balade un petit peu. Donc, en fait, il a fait appel à Johnny Jewel, qui a son label Italian Do It Better,
que j'ai découvert grâce à Marie-Clémentine, que c'est génial. En fait, Johnny Joel fait partie du groupe Desire et Chromatics. Et en fait, il va choper dans son catalogue pour Refn, il va dire bon voilà, tu choisis dans ton catalogue, il va prendre Under Your Spell et Tick of the Clock, je crois, de Chromatics, et qui en fait fonctionne extrêmement bien parce qu'en fait ces chansons-là sont dans la tête du personnage en fait. Il fait partie en fait de comment montrer les émotions du personnage au travers de la musique. C'était aussi alors Cliff Martinez, lui, du coup l'ancien batteur des Red Hot, s'est ajouté au dernier moment. Lui en fait devait singer le style de musique que proposait en fait Jay Well derrière. Et ouais, c'est pour ça qu'en fait t'as peu de points de repère entre les morceaux on va dire intradiégétiques et extradiégétiques. C'est compliqué. Et le thème du film normalement c'était le titre de College, Real Hero, mais qu'en fait c'est fait voler la vedette par un titre qui a été ajouté au dernier moment. Vraiment un mois avant la sortie du film à Cannes, avant la diffusion de Cannes, c'est le monteur qui s'est tourné vers Refn et fait mec, il y a un nouveau titre qui est sorti, qui est incroyable, qui vient de France, c'est fou. C'est Kavinsky, c'est fou. Et là, c'est alors pour l'histoire, c'est que Refn c'est le Joker sur cette histoire parce qu'il change de version tous les 3 jours. Oui. C'est-à-dire que par rapport à Nightcall, c'est une fois c'est sa femme qui l'écoutait, machin, une fois c'est son monteur, enfin bon bref, il change tout le temps l'histoire. Tout ça pour dire que pour le coup, voilà, le highlight de la carrière de Kavinsky, qui pourtant provient d'un hasard, provient quelque part d'un hasard. Non, parce que le reste de ça, c'est un enfer. Mais alors, t'as peut-être une fun fact sur un concert de Kavinsky. Bah, je l'ai vu. Ouais. Alors, pour le coup, dans ma vie précédente, je n'ai pas eu le loisir de travailler pour ou à côté de Kavinsky, mais en tout cas, je l'ai vu de l'autre côté de la barrière, donc c'est-à-dire d'en bas de la scène, et c'était absolument horrible. Enfin, je veux dire, c'est un des pires concerts que j'ai vu de ma vie. C'est à mettre à côté d'une anecdote de Martin Gamera, que je salue, qui me disait qu'il avait vu Céron en concert et que le concert de Céron, c'était il cherchait ses fichiers sur son iMac. J'ai hop, c'est celui-là, et il l'envoyait comme ça. Et en fait, Kavinsky, c'était un peu pareil, sauf que cette fois-ci, il essayait de mixer plus ou moins et qu'il a aucune compétence dans le domaine et que c'était assez affreux parce qu'il y avait aucune transition entre les morceaux. Enfin, vraiment, il s'en foutait. Et vu que les gens se plaignaient un peu et qu'ils rigolaient, bah en fait, il nous insultait. C'est-à-dire qu'il insultait le public pendant le concert, genre vous êtes des enculés, il faisait des doigts, et puis il continuait. Et voilà, tu vois. Et en plus, les gens attendaient que Nightcall, ils en avaient rien à foutre du reste, enfin, c'était un enfer. Donc voilà, non, c'était un des pires concerts que j'ai jamais vu de ma vie, Kavinsky, voilà. pour information. Voilà, ce qui était relativement cohérent. Voilà, qui était relativement cohérent avec ce qu'il essaie de montrer en tant que personnage quand on le voit en interview et tout, quelqu'un d'imbuvable qui faisait une espèce de pre-synthwave extrêmement poseuse. C'était assez clairement. Ouais. Et en fait, comme tu disais, la seconde chance pour l'incursion dans le marché américain, c'est grâce à Ryan Gosling, qui a aimé Bronson, qui a aimé Pusher et toute sa trilogie. Et Bleeder aussi, c'est vrai que Bleeder était pas mal, j'aurais bien aimé aussi. Mais bref, en gros, c'est grâce à lui, parce que Ryan Gosling, lui, il a été appelé par Mark Platt, pas Pilate. Mark Pilate, spécialiste de yoga, mon pote. Donc Mark Platt, parce que Mark Platt disait putain, Ryan Gosling c'est incroyable, c'est un super acteur. Ryan Gosling voulait changer un peu de carrière parce que lui il était habitué au drame, aux comédies romantiques. Tu sais, il avait fait Blue Valentine de Derek Cianfrance, je crois, c'est ça, qui avait fait The Place Beyond the Pine aussi. 2 films incroyables, moi j'adore. Il a fait N'oublie jamais et Crazy Stupid Love, mais il était connu en fait pour être un peu soit les trucs un peu comme Alf Nelson ou les trucs comme ça un peu chelou, ou les comédies romantiques. Et en fait, il voulait un truc un peu action en fait dans son catalogue, et c'est Mark Platt qui lui offre ça. En plus, et ça c'est quand même tout bénef, le choix du directeur. Ça, c'est quand même assez ouf. Juste pour replacer la vérité, je vais d'avoir un flash, il faut que je le dise. J'ai dit que l'histoire du mec qui cherchait des fichiers sur son iMac, c'était Céron. C'est absolument pas ça. C'était Giorgio Moroder. Pardon. C'était c'était Giorgio. Je rectifie, c'était un concert de Giorgio Moroder où il était sur scène. Il avait son iMac. Bah, vous demanderez à Martin, il vous la racontera très bien. Il avait son iMac et puis il disait alors c'est quoi ? Hop, c'est celui-là. Voilà. Et il enchaînait apparemment les morceaux comme ça. Ça devait être assez fou comme expérience quand même. Putain, mais c'est-à-dire que le pape de la musique il m'a révélé cette anecdote quand on parlait de Scarface pour le coup. Donc, putain. Il a vu Giorgio Moroder en concert et c'était atroce. Et voilà. Oh là là, putain, mais quel enfer. Après, on avait parlé déjà de la différence la différence du livre, ça je l'ai déjà un peu évoqué. D'ailleurs, il y a une suite au livre qui est sortie après le film. Ah ouais ? Ça a noté. On connaît la suite alors. Driven, ça s'appelle. Et en fait... super film ça. Super film avec Stallone. Ouais. Non, mais le truc c'est que, en fait, ce qui est assez drôle sur ce truc-là,
c'est que la suite est un espèce d'ersatz, un peu comment dire, History of Violence. C'est-à-dire que c'est D'accord. un ex-criminel qui est planqué, genre dans un autre état, par rapport à ça, parce que du coup c'est la suite, hein, parce que c'est Ouais. le même personnage, qui s'est remarié, tout ça, et en fait sa femme se fait buter. Et donc lui Ouais, il se d'accord. remet dans une vendetta, de dire j'ai tout buté. Voilà, Non, c'est un peu parce que gimmick. Drive en soi, c'est un peu ça aussi, quoi. Tu vois, Bah parce oui, que parce que t'as tué on- mon meilleur pote, je vais te niquer. oui, puis on sait pas pourquoi, mais on peut se rendre compte assez rapidement, même si le film te le dit pas explicitement, que c'est quand même un type qui a l'habitude d'évoluer dans ce milieu et qui est probablement bien plus violent que juste un chauffeur la nuit, quoi. Tu Voilà, vois. c'est ça. Donc c'est probablement quelqu'un Mais qui a c'est eu lui-même qui peut-être s'est des dit, grosses responsabilités dans le banditisme avant, quoi. Tu vois, c'est lui-même qui s'est dit, ah, moi j'interviens pas dans vos conneries. Hein. Tu ouais, vois, ouais, c'est ce c'est que ça. c'est sa règle, la Alors, con. au final, bon, tu te rends quand même compte que oui, ça va, il maîtrise assez bien, quoi. Après, c'est vrai que le budget 16 millions de dollars, qui est extrêmement ric-rac, fonctionne Ah à ouais, c'est merveille. fou, Je ça. trouve que c'est les meilleurs, Ah oui, c'est non, les meilleurs 16 millions qui ont été investis dans un film. Je trouve qu'il n'y ah a mais pas un truc qui clairement, pète. oui, Parce que on n'a quand pas je vu voyais ça le souvent, film, je pense. bah non, et quand je voyais le film, je me suis dit, attends, c'est pas possible que ce soit juste que 16 millions de dollars, quoi. Et c'est-à-dire Mhm. qu'il y a vraiment une préparation avant le tournage et pendant le tournage, il y avait vraiment un truc de vraiment de pro, quoi, ultra carré pour T'imagines, il qu'ils y a arrivent à des, tout tenir. il y a des scènes aériennes qui sont filmées en hélico. Enfin, je veux dire, il y a quand même pas Oui, mal de c'est même pas trucs des en stock termes shots, de. hein. Ouais, ouais. Ouais, en plus, c'est pas des stock shots. Pour le coup, c'est vrai. Et Mm. c'est un film qui, en plus, devait demander une logistique assez dingue sur le nombre de cascades qu'il y a, qui sont quand même pas du tout reprises, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de choses Mm. comme ça, et c'est assez incroyable. Alors, Chorégraphiquement, il y a c'est un pas film de assez fou. CGI. Alors, ils disent qu'il n'y a pas de CGI. Bon, il y a des Alors, ils VFX. disent Il y a des que. Voilà. VFX, mais il n'y a pas d'images, en fait, qui ont été altérées, en fait, de création de modèles ou trucs comme ça pour les constructions, Et trucs comme après, ça, c'est quoi. vrai qu'il y a quelque chose d'assez important. C'est vrai qu'on disait, du coup, comme on voit là, c'est oui, il y a un gros casting, mais c'est un casting Non. avant À l'époque. percée de chacun. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire que c'est pas le Oscar Ouais. Isaac post-Star Wars Non, ou c'est c'est pas Oscar le Isaac Ryan Gosling Oscar Isaac post-Skapunk. Effectivement, nous allons y venir. Mais voilà, bah, vas-y. Allez, là, vas-y. Hein. T'es Mais non, lancé, t'es sur la voie, là, t'es sur mais non, l'autoroute. mais Oscar Isaac, non, Euh, non, mais j'ai vu cette image. Enfin, c'est une vidéo qui est popée sur Twitter, sur mon fil d'actu, et j'ai vu en fait, il y a un mec qui a partagé en 2001, il a trouvé une vidéo donc de Oscar Isaac en guitariste, lead singer d'un groupe de ska punk. Est-ce que Et t'as le c'est nom du groupe? non, j'ai plus, mais je pense que Peut-être qu'on pourrait l'écouter ce truc au bout d'un moment. Tu vois. j'ai la vidéo quelque part. Ouais. Je ferai écouter le son. Je ferai écouter le son, mais faut voir l'image aussi. C'est 30 personnes, 30 pélos. Tu sais. Danser le ska en 2000, c'est Et c'est complètement en fou. quelle année? C'est en 2000. Déjà en 2000, le 2001. ska, 2001, c'était déjà has-been, tu vois. C'était Alors il y a des has-been, gens ouais. qui écoutent encore ça en 2024, mais bref, n'en parlons pas. Mais il y a des gens déjà en 2001, c'était chaud. Tu vois, donc non, Mais non, 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 mais non, c'est incroyable. Enfin, c'est fou. C'est une expérience à vivre. C'est une expérience à vivre. le mec, Curieux, quand même. c'est le mec, c'est le mec, il avait genre la roue d'Astalska, tu vois, mais en version Oscar Isaac, quoi. C'est le genre de connerie. Non, mais tu vois, c'est fou quand on y pense, quoi. C'est dingue, hein. C'est Attends, dingue. c'est incroyable. Jusqu'où tu peux aller avant ta carrière d'acteur, quoi. C'est incroyable. Moi, je trouve ça, Un groupe beau. Christian Ska, apparemment. Ah ouais, c'est Là, ça. je suis en train de regarder en même temps. Wow, c'est fou. Alors, Christian. on va passer à Karim. Karim, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Est-ce que pour toi c'était quelque chose de culte? Ouais, culte peut-être pas, mais quelque chose qui a été très surprenant au premier visionnage. Alors, on l'évoquait un peu avant de commencer la critique, mais ouais, c'est un film qui avait été vendu comme un ersatz de Fast and Furious, hein, et en plus, pas loin, moi dans ma tête, j'avais fait l'analogie Drive avec les jeux Drive sur PS1. Je m'attendais à un Oui. truc de bourrin, tu vois, juste voilà, de la conduite, du braquage, des trucs comme ça. Je m'attendais à ça. Donc quand je découvre le film, en plus je découvre avec des amis étudiants, je crois. On est en mode, bah, tout le monde est déçu parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Et moi, en fait, j'ai été vraiment très surpris. Et donc, ça m'avait grave marqué, ça m'avait grave plu. Alors, c'est un film qui, encore maintenant, en revisionnage, a d'autant plus fonctionné. C'est un film que j'aime toujours beaucoup. Mais c'est un film que j'aime un peu moins depuis que j'ai préparé Cheatlist et que j'ai dû me renseigner sur le film et que tu apprends, en fait, que ça démystifie plein de choses. Parce que, à la base, le film, c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il raconte quelque chose de très simple, de manière très simple et juste de manière très esthétisée, tu vois. Et c'était un parti, moi, justement, qui marche chez moi. Un film, justement, qui te raconte une histoire qui est vraiment pas compliquée, hein, qui te fait comprendre les choses en te laissant le temps de faire comprendre les choses. Je veux dire, c'est moi, les silences de Ryan Gosling sont très bien, sont très utiles, te laissent le temps de générer le sentiment, la sensation. Donc c'est un film que j'aime beaucoup, et en plus, bah, c'est un film que j'aime beaucoup pour une raison très con. Je crois que j'ai un véritable problème, une fascination pour l'ultra-violence stylisée au cinéma.
Euh, et vu que j'étais absolument pas prêt à rentrer dans cette démarche-là, et que j'ai dans une période de ma vie où j'étais très curieux de cette démarche-là, bah moi ça m'a matché direct, tu vois. Genre j'avais fait la scène de l'ascenseur, moi j'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec Irréversible de Gaspard Noé, donc Bah, c'est assez content de voir. justement, il a Il demandé a à été Gaspard Noé. consulté pour Ouais. la scène. C'est pas l'hommage est vraiment là parce que sur le coup d'un moment t'as les deux films qui fusionnent dans ta tête, je veux dire c'est donc ça te remet un degré d'horreur dans le film en fait, enfin d'horreur épidermique parce qu'on n'est pas sur l'horreur surnaturelle ou quoi que ce soit, t'es vraiment sur à mon sens quelque chose de vraiment organique, tu vois. Et c'est un film qui marche ultra bien, je veux dire il est propre mais pas dans le sens comme souvent on critique genre il est trop propre, il y a rien, il y a pas d'aspérité. Non non, je le trouve vraiment très équilibré. Très maniéré, tu vois, je veux dire, c'est pas trop non plus, parce que je trouve que ça reste accessible. Et donc c'est un film qui prend le temps de te faire ressentir du mood, te fait accepter en fait que t'es juste là en fait pour voir une histoire, tu vois. Et t'es pas là pour le scénar, t'es pas là pour comprendre, t'es pas là pour les enjeux en vrai. Enfin, personnellement, je prends pas le film comme ça. Je veux dire, c'est le personnage fonction est là pour ça, juste pour te faire vivre une histoire. Tirer plein de conclusions, mais on peut passer la journée à faire ça. Mais je pense que c'est même pas ça. Je pense que c'est l'idée de te faire ressentir cette espèce de béton, enfin, je sais pas, tombage dans la folie. Je sais même pas si c'est ça, tu vois, mais juste un mec est capable de vriller. En fait, on s'en fout un peu pourquoi. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il arrive à te faire donner une espèce de dose de plaisir en regardant des trucs que t'as pas envie de regarder à la base, en fait. Je veux dire, t'as pas envie de voir des règlements de compte comme ça, de l'ultra-violence comme ça, ainsi de suite. Mais quand même. Et je pense que ça passe véritablement, en fait, par la conception, la production du film, en fait, et effectivement, s'il a été encadré à ce moment-là, que ça donne des choses qui sont plus précises, qui sont plus cadrées, qui sont des fois plus millimétrées, ouais, c'est un truc, je trouve, qui est vraiment bien. Et donc, c'est un film qui m'a marqué par la surprise initialement, mais quand même, parce qu'il touche des choses que j'aime beaucoup, en fait, globalement dans le cinéma. On parlait tout à l'heure de History of Violence, et effectivement, tu vois, c'est enfin, History of Violence de Cronenberg, et effectivement, le film, à partir de la moitié, il tourne dans ce délire-là, en fait, tu vois. Alors oui, je pense que moi, ça m'a. Tu vois la référence permanente, même si des fois tu connais pas la référence, tu sens que c'est trop poussé pour pas aller rendre hommage ou Mm. aller citer quelqu'un, tu vois, tu sais. Mais en vrai, ça va, c'est pas grave. Même quand ils tentent des trucs, des fois. Enfin, je pense qu'il y a plein de moments des scènes que j'ai trouvé cool en mode ah, c'est sympa, et en fait, ils n'auront pas une idée de lui, mais en vrai, c'est pas grave parce que ça sent pas le truc appuyé au point de t'as vu, j'ai fait ça, c'est juste. T'as l'impression que la Alors démarche, c'est je l'ai beaucoup de fait, c'est bien fait. références quand même. Des fois c'est un peu trop, je trouve. Mais perso. Mais Après, j'ai peut-être pas le même bagage pour trouver la référence, donc peut-être que tu vois, j'ai pas la lassitude par rapport à ça. Mais en soi, voilà, tu vois, donc je relance le film hier pour la préparation, et le film marche toujours aussi bien en vrai. Moi, c'est un film qui marche vraiment assez fort sur moi. Je dirais pas film culte en fait, parce que je vois pas en quoi il. Enfin, c'est un truc joli à regarder, enfin, plaisant, c'est pas le bon terme, enfin, d'une certaine manière, tu vois, je veux dire, c'est mes cultes, je sais pas, je le vois pas influençant, même pour moi, je parle même pas au niveau d'histoire des gens, même pour moi, c'est pas un film qui m'a influencé. Parce que justement, en fait, il invente. Donc tu veux dire que t'avais pas acheté de veste Scorpion du coup après? putain, Karim. J'avais déjà la veste Scorpion, en fait. Ah, tu l'avais déjà. Je l'avais déjà. En fait, c'est un biopic sur lui, quoi. C'est ça le truc, quoi. En vrai, si je vous montre la photo de ma pièce d'identité, j'aurais fait, mais elle est trop loin, mais j'ai pas de barbe et j'ai le crâne rasé. Enfin, je suis quasiment chauve, en fait. J'ai eu plein de vie, j'ai eu plein de vie. Le Scorpion. Mais ouais, non. Drive, c'est bien. Drive, c'est bien. Pareil, le cast Ryan Gosling, en vrai, je veux dire, c'est plus je revois des films avec lui, plus il me fascine ce monsieur. En fait, je veux dire, cette capacité de non-jeu qui joue Ah ouais. de fou, en fait. L'expressivité. Voilà, Ouais. je veux dire. Ouais, ça c'est fou. Il a une tronche de Labrador, mais ça marche super bien. Tu vois. Mais ouais, Mais mais attends, c'est. mais il y a aussi, alors on n'a pas dit, mais Albert Brooks qui joue Bernie. Moi je trouve qu'il est incroyable dans ce film. Ouais, il y a Ron le Perlman monsieur. aussi qui est extraordinaire dedans. Je veux dire, Ah, Attends, moi mais j'aime attends, bien attends. Ron Perlman. Moi, Ouais, j'aime bien. ouais, il caricature. je vous laisse, Il je vous laisse la carte. caricature, Je vous laisse c'est la génial. carte. Ouais, Non, non, moi, mais j'aime bien. il en fait des caisses. Mais tout le monde, je veux dire, c'est Oscar Isaac est détestable. L'actrice, j'ai plus son nom, qui joue Carey Irène. Mulligan. Carey Mulligan. Carey Mulligan. Elle joue la meuf Mais c'est qui le a seul le pire personnage qui est radar homme. sincère de A à Z, tu vois, Carey Mulligan. Ah, mais elle, c'est la victime, en C'est fait. le gamin. Genre, elle était là. Quand elle a, pareil, son arc narratif, en soi, il est assez court, parce que tu découvres. Enfin, elle a vraiment une vie de merde, je sais pas, mais genre, tu comprends très Pauvrette. vite qu'elle a rencontré un gars. Histoire d'un soir, elle s'est fait engrosser, et puis la vie, puis il est parti en prison, et le seul gars qui est vraiment sincèrement gentil avec elle, et tu peux comprendre initialement pourquoi crush sur lui, je veux dire, il est chelou certes, il est attirant, il est sympa, il est serviable, Alors il après, aime j'ai te une théorie conduire quand même partout. que je pense que c'est lui qui a niqué la caisse à l'épicerie. Moi, je Ah, pense que alors, tout part de là. alors, Moi, je pense que tout part de là. figure-toi qu'il y a quand même un. Ouais, alors, je sais Ouais, pas c'est si on peut dire impossible. ça, mais en vrai,
il y a un truc de stalk quand même Si un tu peu prends le bizarre à ce truc du moment-là. stalker, si tu prends la J'avoue que grille de lecture du supermarché, stalker, j'avoue que Vraiment, le- parce que tu vois, il la croise quand même souvent dans plusieurs endroits. il reste un peu trop sur les conserves de petits pois, tu vois. Et, Donc, et tu vois, il écoute les conversations d'un côté à l'autre du rayon. Ouais. Enfin, je veux dire, disons que leur relation, elle a rien de hasardeuse, il a clairement provoqué ça, d'une manière ou d'une autre, tu vois. Je pense. Il y moi a trop de- franchement, j'y crois. Hein. il y a trop de Possible. trucs dans ce... Il y a trop de trucs, tu vois, genre, ouais, peut-être, je sais pas, mais finalement, elle vient dans son garage, il se retrouve à la ramener... Enfin, et finalement, il la ramène pas, il l'emmène faire un tour là-bas. Bon, bref. Dans Il y a les trop égouts de trucs Los bizarres. Angeles pour finir dans une flaque de pisse et de chiasse pour jouer Oui. à faire des, tu sais, des ricochets, quoi. Donc, c'est ça Des qui est- ricochets et finalement devenir son espèce de chauffeur pour l'emmener partout. Enfin, leur relation, elle n'a absolument rien de hasardeux. C'est un aspect qu'il faut quand même pas retirer. Chef-d'œuvre. Je veux dire, voilà. Voilà. Il parle pas, mais il agit beaucoup quand même. Il fait beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut quelque part? Tu as des gens qui parlent moins et qui agissent. Je Mais sais pas, c'est ça. Karim. Le samouraï, le serait samouraï. Je sais Toujours, pas, Karim. toujours. Est-ce que tu Ouais, as fini donc. Ouais, vas-y, je te laisse conclure. Ouais, bah j'allais finir de toute façon juste sur Non Drive, c'est vraiment un film que je le redis mille fois, mais c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Je n'ai pas vu assez la filmo du réal, mais ouais, je suis assez d'accord sur le fait que ça sort un peu de nulle part. Et je suis assez d'accord effectivement sur ce côté cadre qui rend le film vraiment très propre et très beau produit. Donc ouais, et juste où je voyais ça tout à l'heure dans le chat, et j'en ai parlé aujourd'hui, machin, et les gens qui ont été déçus par la bande-annonce qu'ils ont vue dans le film, je comprends Ah, pas. ça a été vendu à la bite. Hein. Ouais, mais même, tu vois, le concept, ok, tu t'es fait avoir les 5 premières minutes, mais après, je veux dire, t'acceptes que c'était les publicitaires qui t'ont menti, tu vois, c'est pas le réel. C'est juste pour ça. Ça m'emmerde toujours un peu quand un film se fait défoncer juste parce que il a été mal vendu. Et je dirais pas qu'il a pas été mal vendu, mais quand même, je veux dire, ces deux-là, je crois qu'il fait presque 2 heures, tu vois, pendant 2 heures, te dire, 1h45, ouais. c'était pas le film ouais, c'était pas le film qu'on m'avait vendu, machin, avec Nia. Soit tu sors du cinéma, hein, très clairement, soit tu ne télécharges pas le film, soit où tu acceptes au bout d'un moment que, ok, mais t'en veux à Jacques Seguela ou à tous les publicitaires, mais t'en veux pas au réal, On tu vois, veut tu sais, pas. aux gens qui rentrent dans le chat. Ben ouais, c'est Jacques pas Seguela, cool. il a rien demandé là. Il s'en prend une. pas, Il s'en lui. prend une pour une mascotte. C'est à cause de lui. Tiens, c'est l'origine de tout toi. ça. Ouais. Non, assez incroyable. Bon, alors, les répercussions du film, donc, ce que je disais, il a quand même plutôt bien fonctionné. Il était à 80 millions, je crois, à peu près. Et puis, par contre, instant culte. C'est-à-dire que, après la sortie de Drive, ça a été un bordel parce que ça a été beaucoup cité, ça a été repompé un peu. On a des films qui, grâce au succès de Drive, ont pu se faire. Je pense à Nightcrawler avec Jake Gyllenhaal, qui est un film incroyable sur les médias. Mais il y a un truc aussi, c'est que effectivement, il y a eu aussi des jeux vidéo Hotline Miami, hein, comme je l'ai répété à l'intro, qui reprend vraiment l'esthétique de Drive. Et Kavinsky qui est devenu notre nouveau Patrick Hernandez avec un seul titre. Mais le truc qui était assez ouf, c'est les répercussions un peu, je dirais, au niveau de nous, les hommes. Parce que, Et c'est parce là que qu'on va moi, rentrer dans la phase lifestyle. on va de rentrer dans la notre phase, podcast. la fameuse life list. N'imitez pas Ryan Gosling. dans Non, Drive. ne faites pas ça parce que c'est ridicule en vrai. Parce que en fait, Je- le film est sorti dans ma vingtaine. J'avais 19 ans quand il est sorti. Alors pour moi, ça a été la Bible. Ça a été la révélation. Ouais. Ça a T'avais été des cure-dents Ouais. avec toi dans la poche. exactement. Ouais. Ça a été Alors, je la précise veste. quand même que Luc, je l'ai vu conduire une seule voiture, c'était une 206. Donc voilà. Bon, voilà. Et j'étais pas avec des gants. J'étais pas avec des gants. Je les avais Le retirés. conducteur. Voilà, le conducteur, le pilote. J'ai envie de dire le vrai. Non, le conducteur. Mais non, vraiment, tu sais, c'était ah ouais, en fait, faut être mutique et tout, faut être mystérieux et tout. Ouais. En fait, tu te fais passer pour un con. Tu te fais C'est grave comme ça passer qu'on pour parle un aux con. femmes, Luc. Bah ouais, On leur on parle leur pas, parle en pas. C'est littéralement ce qui est passé dans la tête de plein de gens. C'est terrible. Qui se sont retrouvés en fait à pas baiser pendant 2 ans. Ce qui m'est arrivé quand j'avais la vingtaine, quoi, en fait. Clairement. Voilà, c'est- ouais, bah, jusqu'il y a 2-3 mois, tu vois. le gros nul, le gros nulos quoi. Et ah ouais non, ça a été terrible pour ma vie parce qu'en fait en plus j'étais isolé de base de mon métier parce que j'étais réceptionniste de nuit à l'époque. Donc laisse tomber. Ah, mais du laisse coup, tomber tu le t'es- déchet. Réceptionniste Le de mec, il nuit, t'en ça colle fait bien la avec vie. avec le film, tu vois. Oui, Dire, je regarde t'avais un peu un peu t'étais la un peu un société, mec tu qui vois. vivait la nuit, tu vois. Ouais. Ah voilà, bah night call dans la derrière- réception mon pote. T'es derrière ton comptoir, là, comme ça, regarder les gens et tout, sans parler. En tu vois. plus, tu les gens, sais- ils arrivaient la nuit pour prendre des chambres d'hôtel et Luc, il leur parlait pas, tu regardais derrière comme ça. Genre, Non mais mec, vu qu'en plus c'était à l'époque où je travaillais à Chantilly, donc j'étais dans un hôtel 5 étoiles, Ouais. j'étais chef de réception là-bas,
de nuit. Et ce qui était incroyable, c'était en fait de regarder, tu regarder les stars, regarder les gens. Et moi, j'étais là dédaigné, je fais bande d'enculés. Et là, t'étais là, Tu avec vois, ta veste sur Guillaume ton Canet, front, je regarde Guillaume Canet, je fais ta mère, toi. Profite. C'est juste 2 mots. Et après, plus rien. Ouais, Tu regardais les gens, tu non, leur je disais répondais, juste ouais, bonne soirée, monsieur Canet. Profitez bien, attention. beaucoup. N'hésitez pas, je suis disponible. Ouais, je vois. Un peu la même vie que dans Drive, quoi, clairement. Ouais, non, par contre, Je vois pour les problèmes de bouffe et de lavabo, là, je disais non, je peux rien faire. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Voilà. Y a pas de problème, c'est formidable. Je peux rien faire. Mais non, effectivement, oui, le Voilà. film a influencé les gens. A influencé beaucoup de personnes comme ça. Et aussi ce fameux truc de rouler la nuit, c'est de rouler la nuit et de mettre Nightcall, Oui. tu vois. Ce truc de Bien beauf. sûr. Ce truc de beauf. Mais quand tu fais ça. À quand tu fais Plougastel, ça à Los Plougastel, Angeles, à Plougastel. voilà. Quand tu roules dans les rues, dans le downtown de Plougastel, tu vois, c'est pas la même. Avec quand la même. fenêtre ouverte, et en fumant ta clope. Tu es là. Il y a personne, tu fais chier le voisinage. J'ai la scène en tête et c'est infernal. Real, Oh mon Dieu. non mais c'est horrible. T'imagines là, t'es genre dans un village tout pourri là. Je te vois le coup d'alerte à la portière de la le mec de 206 à Plougastel. Avec mon Sky, tu sais, vraiment, j'avais une veste en cuir à l'époque, tu sais, veste en cuir un peu dégueulasse. Non, mais je vois. Ouais, tu vois. Putain, c'est Y a incroyable. pas besoin de faire un dessin, vous l'aviez. Vous réfléchissez, Ouais, pire ouais, une scène, ouais. je l'étais. Non, mais vous en avez plein des gens qui ont fait ça, c'est terrible, mais Oui, voilà. c'était fou. Donc voilà, donc plein de conseils de lifestyle de fou. Et Ne faites attendez, pas juste ça. avant de passer à la question de la shitlist tout rond, j'ai retrouvé la vidéo. Attendez, je vais juste vous la passer. Alors pour ceux qui n'ont pas le chat, bon ça va être la merde, mais je le repasserai dans l'émission de toute manière. Mais préparez-vous, c'est le 2001 du ska. En vertical, c'est encore mieux, bien sûr. On profite. Personne en plus. Ah bah ouais, c'est à cause de Ska. Alors moi je vais sans son. C'est la... Tu peux mettre tous les sons que tu veux là. Ah c'est fou. Ah c'est ouf. C'est les danses des gens moi qui me font rire, c'est incroyable. Voilà, c'était pour vous. Donc, Oscar Merci. Isaac, en ska, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut établir que le film mérite la liste? Non. Parce que Oscar Isaac a fait du ska en 2001. Pour plein de raisons, mais surtout pour celle-là, non. Non. Donc, le film ne mérite pas la shitlist pour Marvin. Est-ce que le film mérite la shitlist, Karim? Pas du tout, clairement. Pas du tout. Donc, le film est sauvé, malheureusement, avec une tentative de procès qui a été finalement ratée. Le film, même 15 ans plus tard, finalement, ne mérite pas la shitlist. C'était un très bon film, donc selon la majorité, le meilleur film même de Refn, à ce qui paraît. Donc, on peut dire, moi je suis pas d'accord, mais on peut le concéder. Effectivement. On va pouvoir passer maintenant au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment pour vous exprimer sur le film qu'on a traité, sur la vie surtout. Vous inquiétez pas, on a les conseils de lifestyle, comme vous l'avez vu. Hein. Mettez Nightcall à Plougastel, voilà, vous êtes des stars. Changez rien. Exactement. On va commencer avec fucking Cinéphile qui nous dit entre Hill et Cronenberg, oui, parce que c'est vrai qu'en plus l'intro chope Oui, on n'a pas pensé à The ça. Driver en fait, avec la montre. Oui, clairement. Nicolas Weingrafen revisite le mythe du vengeur protecteur mutique et batmanesque à la sauce électropop dans un polar noir plutôt entraînant et techniquement solide, un scorpion sur roue dont le moteur ronronne au rythme langoureux d'un cœur tendre et amoureux. Putain, il est incroyable lui à l'écriture, Okay. moi je l'aime. Guillaume nous dit, alors je peux comprendre pourquoi il ne peut pas être apprécié, probablement par son côté poseur et prétentieux à l'image de son géniteur, mais perso je marche à fond, il arrive à transformer une histoire à grosse ficelle en un très beau film, je plonge dedans à chaque fois. Alizé nous dit, alors là c'est un peu le courrier des Durandos des meufs de shitlist, Alizé nous dit, meilleur à chaque revisionnage, ce film est d'une beauté fascinante, peut-être le plus abouti de ce gros melon de Nicolas Weingrafen, que j'aime beaucoup nonobstant.
Marie-Clémentine derrière nous dit évidemment, il ne C'était mérite vos pas la commentaires, shitlist. D'abord car Nicolas ne mérite jamais la shitlist par principe. J'aime son ego, j'aime ses défauts de parfois ne pas réussir à dépasser un concept, son esthétique versatile et son système de référence pop culture est classique. Le film s'est romantisé le dooming et la fatalité des codes synthwave et italo disco et je fonds. Mention spéciale à l'amorce de la collaboration musicale entre Italian Do It Beaters et RFN. Johnny et Nicolas, un joyau insupportable et délicieux de cette vie. Et là, on va arriver sur les gens qui se sont dit putain, c'est quand même pas terrible. Peak of the Game, il dit je n'ai jamais compris où il se situait dans la chronologie des Fast and Furious. C'est pas bête. Je pense que. Moi, c'est avant le 3, je pense. En vrai. Pour moi, c'est avant le 5. C'est entre les deux. Ouais, c'est entre les deux. Ouais, L'arrivée de Jason Statham après, en fait, finalement, je pense. Ouais. L'arrivée de The Rock, surtout. Alors là, j'ai un collègue tombé au combat avec moi. Heureusement, je ne suis pas seul. Un vrai rider de Plougastel. Un rider de Plougastel arrive dans la partie. Attention, un rider, le pilote. Christopher Bugonana nous dit, en plus il a dit avec son vrai nom, putain c'est fou ça. Il l'assume. Je dispose dans ma garde-robe du manteau Scorpion. Il ne mérite donc pas la shitlist. Parce que Vendu. Tu sais qu'il y a tellement de gens qui sont dans ce cas. Non, mais et dans le ska aussi. Oui, d'ailleurs, dans le ska. Également. Excusez-moi. Bien sûr. Le beau On mot. s'amuse. Putain, c'est fou. Non, mais c'est. En fait, parce que c'est vrai que c'est ça aussi qui était assez drôle, c'est que sur internet, c'était devenu un mème, c'était une partie de 4chan. Et c'était en fait le truc du. Enfin, c'est devenu. En fait, ça a évolué parce que le truc, c'était en gros au début, c'était le drive jacket. Tout le monde portait la veste. Il y avait des gens qui se prenaient en photo, soit en second degré, soit en premier sérieux. Enfin, c'était n'importe quoi. Tout le monde se foutait de la gueule, en fait, même du principe du driver, juste le mec qui est le stalker en fait, comme on en parlait un petit peu. Et après c'était le fait que Ryan Gosling c'est un peu fait partie un peu de ce personnage là où les gens un peu comme moi peut-être jeunes qui s'identifiaient en fait et dire ah putain c'est un personnage mutique, il en chie mais il a des vraies valeurs, tu vois. Et c'est le même du This is Literal Mimi en fait qui était assez incroyable aussi, ça mourir de rire en fait ces mêmes là qui sont sortis de drive. C'est fou quoi. Donc voilà. Alors les courriers du rando c'est passé pour les avis du film. On va passer aux avis des auditeurs qui sont en ce moment. Alors c'est pas vraiment des auditeurs j'ai l'impression parce que ce sont des gens j'ai l'impression qu'ils écoutent pas l'émission et je pense qu'ils se foutent gratuitement de notre gueule. On a par exemple le grand gagnant, le grand fils de pute de Waterpool Rollo qui nous dit j'ai cru à un projet drôle sur analyse de films creux, un peu démago, second degré. Soit j'ai pas la blague, soit ce n'est pas le cas. Ça surfe sur la même vibe de contre-culture que Durandal. Attendez, les frères. Alors on est au cœur du mal, là. Il y a trop du cul. Dont le concept central du podcast est d'en s'en moquer, ce qui est plutôt triste. Alors on se moque jamais de Durandal en fait. Hein. Clairement, non, mais ils savent toujours pas. Non, mais bon, voilà, tu vois. Mais je pense que ça vient de quelque part de chez Durandal en fait. Quelque part. Je pense que c'est des gens qui ont écouté le merveilleux générique, qui rend hommage à la plus belle phrase critique ever. Même le masque à la plume ne peut rivaliser face à ça. Et pour le coup, en fait, les gens sont arrivés en mode ah putain, c'est un terminal. Voilà, bref, des blaireaux. Et le fait est que les reviews sont assez foireuses. Ce qui aurait pu être divertissant si ça avait été l'intention. Alors je pense qu'en fait vous avez peut-être des goûts de merde. Mais ça c'est un truc aussi, c'est pareil, c'est à débattre. Aucun travail, que du ressenti, il y a un manque de connaissances qui amène à toutes les approximations ou fausses suppositions possibles. Et ben, non mais Waterpolo viens nous expliquer en vrai. Dis-nous lesquelles fausses suppositions. Parce que tu peux pas me prendre face à ça frère. Moi je t'ai dit des infos de fou. Genre, c'était où on avait le plus de soleil au monde, c'était à Los Angeles. Et non, faux, c'est en Vendée. Pardon. Incroyable fun fact. Et ça, c'est pas une supposition, ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait, frère. Tu peux pas combattre ça. Qu'est-ce que tu vas faire, les Sables d'Olonne, Los Angeles Qui peut te battre Personne. Rien du tout. Non, mais bon. Donc, voilà. Écoutez, le truc, si vous voulez, c'est que. En fait, il y en a eu plusieurs comme ça. J'ai envie de vous dire, du coup, les gens qui nous prennent un peu au sérieux, qui nous aiment bien, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que c'est toujours les pires personnes qui écrivent. En fait, je vais te dire un truc, c'est que ça c'est toujours été vérifié, c'est que tu sais pertinemment quand t'as un flot d'écoute, quand t'as un flot énorme d'écoute, t'as forcément dans le ratio des énormes enculés. Et ça rate pas chez nous parce que vous étiez plus de 2 millions à nous écouter au total, quand même. Effectivement. Donc effectivement, c'est aussi une preuve d'efficacité de notre part. Donc on s'en prend plein la gueule. Mais, on est content. On est content. Voilà. Mais effectivement, des fois en fait là je comprenais pas en fait la vague qu'on s'était tapé. Je me dis ça vient d'où ça en fait ce délire. Et voilà en fait. Mais du coup,
effectivement, d'avoir des mecs qui nous ragent à la gueule, ça prouve encore une fois que quelque part, en fait, on est un des podcasts les plus écoutés de cinéma. Donc merci à vous. Mais J'ai ça, envie on de le dire sait, merci à ils le tous. savent, voilà. Bon, Voilà. écoute, Merci beaucoup. Ah oui, Marie-Clémentine dit, parce que c'est vrai que j'ai lu ce commentaire à 5h30 du mat ce matin, donc c'est peut-être aussi que je l'avais un peu en je grippe. peux vous témoigner que j'ai reçu un message à 6h du matin. Avec genre, je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ça Marie dit, sachez que Luc m'a saoulé dès 5h30 avec sa rage contre cet homme. Détruisez ce gars sur la place publique. La sérénité de mon yoga matinal a été gâchée par ce commentaire. Voilà. Marc Pilate, hein, c'est lui. c'est lui. Écoutez en fait avant. La prochaine Ah oui. fois. Écoutez, fermez vos gueules et puis voilà. Non, ça évitera de dire des bêtises. Alors, voilà. j'ai envie de dire, même essayez de le faire. Genre, essayez Voilà. juste de le faire. Voilà, juste essayez, Non mais essayez de faire un pas podcast. ça déjà. parce qu'après on va nous dire oui mais vous avez fait quoi pour le cinéma avant de parler des gens donc voilà. Mais c'est d'ailleurs ce qu'ils disent pour la plupart. Mais... On vous instruit en fait, tout simplement. Oui voilà. On vous remet sur le droit chemin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Voilà c'est ça. Voilà. Voilà. Moi je te mets sur le chemin. Je te mets des TikTok où je t'apprends des trucs. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire toi? Ouais c'est ça. Qu'est-ce que tu vas T'es faire? vraiment vénère ce matin. Ah ouais non j'étais fou. Mais c'est des fois t'as des réveils qui sont comme ça, hein, pas simples. Voilà. Après, la journée était magnifique. on réveille pas bien. Mais la journée était plutôt cool. Donc après voilà, ne vous inquiétez pas pour moi. La question de la semaine, cette semaine, c'était le film le plus perturbant selon vous, parce que Nicolas Wingreffen aime bien un peu choquer des fois. Mais on s'est dit quand même de parler de films qui nous troublent et nous choquent. Et j'ai envie de dire, je vais commencer avec Karim. Karim, quel est le film qui t'a, disons, le plus perturbé? Il y en a plein, mais je vais mettre Funny Game de Michael Haneke, la version autrichienne de 97. Allemande, ouais. Ouais. Parce que il a fait le cas d'école de refaire son propre film avec des codes américains, je sais pas, en 2011 ou un truc comme ça, je crois. Non, c'était dans les années 2000. C'était au moment de la montée en puissance de Naomi Watts. Donc je crois que c'était milieu des années 2000, il me semble. Ok, ouais, j'ai Enfin, pu je la dater, revérifie. c'est pas bien, enfin j'ai trouvé ça moins bien, donc pas bien. Par contre, Funny Game de 97, ouais, donc c'est un film que j'ai pas vu non plus 1 million de fois, parce que c'est un film que je trouve qui est super 2007. super oppressant et super intense dans l'oppression. Alors pour faire le pitch, c'est super simple en fait. Une jolie petite famille allemande avec papa, maman, fiston, chien vont dans leur résidence secondaire. Tout va bien jusqu'à ce que des voisins, avec des guillemets, viennent leur demander des œufs. Ça finira en jeu de torture psychologique, poussé à l'extrême. C'est un film, je trouve, qui est terrorisant en fait dans ce qui te montre, mais surtout dans ce qui te fait ressentir, parce qu'on est vraiment dans l'horreur possible. Réellement, je veux dire, quand tu habites en immeuble, tu installes un autre verrou. Le film utilise tous les codes de la torture psychologique, en tout cas pour toi, en fait. Les silences sont pesants, les plans sont fixes, les codes sont souvent brisés pour faire en sorte que les deux psychopathes du film, pour le résumer, ont pris un peu le 4e mur, mais de manière arbitraire. Donc tu sais pas si c'est une vraie référence, un vrai code. Donc c'est un film qui vraiment veut te créer un sentiment de mal-être, un sentiment d'inconfort et un sentiment d'insécurité. Et c'est un film qui fonctionne vraiment ça là-dessus. C'est un film que j'ai vu, je pense, trop de fois dans ma vie parce que c'est un film que j'aime bien montrer. Genre en mode. Regarde, on va passer un bon moment. Mais non, mais tu vois, quand t'arrives à un stade en mode, ouais, non, mais les films, c'est toujours pareil, machin, ce que tu dis. Ah ouais, un film, ça peut rien te faire ressentir. Je vais te montrer un film qui va te marquer, je pense, pendant une bonne semaine facilement. Je veux dire, c'est peut-être même, je pense, ça peut changer un petit peu quelque chose chez toi. Et je trouve, alors le film est simplement efficace, je veux dire, c'est en termes de réal, je le trouve très brut en fait, des caméras posées, des fois des jeux, voilà, mais surtout l'essence du film qui sont ces fameux funny games, clairement des jeux de personnes qui vont torturer une famille. La psychologie a beaucoup de physique en fait, mais c'est pas spécialement gore, c'est pas spécialement... Voilà, c'est vraiment un film, je pense, qui te prend épidermiquement, voire même dans la moelle épinière. Donc je pense que après, je le disais, j'ai un réel problème d'affection pour l'ultra-violence stylisée. Là, c'est même pas trop le cas, parce qu'elle est pas tant stylisée que ça, en fait. Non, C'est elle est pas assez très, froide très et beau, c'est dégueulasse. très brut. Ouais. C'est ça. Mais ce qui la rend vraiment tangible et réelle, quoi. Mais voilà, ça me fascine. Et rien que l'idée, de toute façon, de vouloir j'ai envie de rentrer dans la tête des réels qui se disent, je vais faire ça. Tu vois, il y a des gens qui font ça un peu, évidemment, juste pour choquer, tu vois. Mais là, Ouais, c'est je en pense mode, pas que c'est ce soit quoi? ça. Ouais. Non, c'est genre quoi? Est-ce que tu veux que je te fasse peur dans ta vie? Tu vois, t'installes un verrou, une alarme, c'est bien, machin, mais est-ce que ton voisin, il veut des œufs? Voilà, c'est la vraie question, tu vois, tu sais, qui fait. Voilà, donc dans les films qui m'ont marqué, et peut-être celui-là en premier, et c'est un film que je referai en fait, mais je préviendrai plus les gens, parce que je vais bien troller un peu vers 20-25 ans, c'est un peu marrant de dire, tu vas voir, t'as un truc sympa, thriller psychologique, et les gens sortent en mode, Tiens. je peux dormir chez toi ce soir, s'il te plaît. Je peux plus Ça, c'est un sortir, peu cool. je peux plus. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, Mais donc, ça
C'est un film incroyable, mais c'était en fait ça questionne par rapport à la violence en fait très clairement, mais je crois alors Absolument. c'est une supposition. Il me semble qu'il l'a dit quand même, c'est Michael Haneke. En fait, c'était par rapport au film de Tarantino, en fait, justement de l'ultra-violence. Et c'était un film qui questionnait ça, en fait, qui questionnait ça. Est-ce que tu rigoleras comme un con si ça t'arrive chez toi, tu vois? Et c'était un peu ça le Ça truc. marche bien. Ouais, ça marche super Ouais, bien. marche très bien. il a toujours un petit peu vendu ça comme étant une espèce de réflexion sur la banalisation de la violence, quoi. Je veux dire, le fait d'en faire un truc à 100% cool, quoi. Ce qui est quand même un peu bête quand on y pense, c'est vrai. Mais je Donc, crois que justement, il avait interagi une interview là-dessus, comme quoi il y avait toute une partie des gens qui appréciaient le film pour ce qu'il estimait être des mauvaises raisons, en fait. Tu vois, juste pour trouver cool le jeu de la torture, tu vois, et pas créer justement ce sentiment d'effroi de ce qui pourrait arriver dans ta vraie vie, tu vois. Bon, Ah, encore, ça, ouais. oui, C'est le comme problème, Driver, le hein. film C'est n'a le pas problème été pris dans c'est le mon problème sens. d'une audience en fait. C'est le problème d'une audience quand tu fais un film, quand tu fais quelque chose. Enfin, c'est un truc qui est libre à l'interprétation. C'est comment le public va le recevoir, et tu sais très bien qu'il y en a forcément quelques-uns qui vont comprendre le truc à l'envers, quoi. C'est naturel, quoi. Et On voilà. va sur la curiosité morbide, hein, ça attirera forcément l'autre personne qui Bien sûr. sont, je veux dire, excités dans le sens banal du terme, mais qui vont kiffer justement la curiosité morbide, l'excitation d'aller trouver la curiosité morbide pour savoir si tu tiens, tu vois, cette espèce de challenge dans le mode, non mais c'est ouf, t'imagines, t'arrives à regarder ça, tu vois. Là, pour moi, on est dans l'anti-ça, justement, même si, effectivement, hein, le film te fait ressentir ça, vraiment, il y a des moments, j'arrête. C'est un des rares films que je sais, alors moi non, mais j'ai vu des gens qui m'ont dit j'arrête, genre ça Oui, suffit. bah c'est Tu vois, normal. Hein, autre que film d'horreur, genre pas scare jump, pas jumpscare, tout ça. Non, non, juste voilà, de l'effroi viscéral. Non, clairement. Donc Funny Game, et donc la première version en fait en 97, ça, par Ouais, c'est Michael ça. Haneke. C'est ça. Donc très très bon film. Et d'ailleurs, sa suite un petit peu spirituelle, c'est Caché, que j'adore aussi. Vraiment très bon film, ça Grave. aussi. Marvin, de ton côté. Ah, moi, j'avais pensé à plusieurs trucs. Déjà, à la base, oui, pour être un peu dans la lignée de ce que Karim vient de citer, c'est vrai qu'il y avait un truc que j'avais pensé vaguement en tant que espèce de questionnement, peut-être, sur une certaine violence un peu incontrôlée. J'avais pensé à Eden Lake, qui a cette vibe un peu étrange Ah ouais, quand même. ouais, clairement. Grave. De pseudo-critique de la violence d'une certaine classe populaire anglaise, ou ce qu'on veut, bon, qui est un truc qui se perd un peu par moment, mais qui est quand même parfois un petit peu Globalement. perturbant, voilà, sur deux Oui, trois oui, plans que bien, j'oublierai ça pas. marche bien. Mais le truc le plus gênant et perturbant, je pense que c'est Splice. Je sais plus qui a réalisé ce truc. Bah, c'est le Mais, mec qui avait fait Cube, il me semble, non? Si je dis pas de conneries. Je sais plus. Oui, je crois. Possible, hein. Oui, effectivement, Vincenzo Natali du coup. Ouais, c'est ça. Mais Splice, parce qu'en fait, c'est le seul film grand public qui mélange à la fois relations Oui, je valide, incestueuses, c'est lui. viol bilatéral, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se violent, puis finalement se font violer par les gens qu'ils ont violés, et zoophilie en fait. On a à peu près tout dans le même film pendant 1h40 comme ça. Et c'était très gênant, très perturbant, et beaucoup trop au degré pour que ce soit un tantinet jouissif ou ce que tu veux. C'était vraiment, Les vraiment, Italiens, vraiment, dans leur vraiment histoire, très, par rapport à très ça, gênant. c'est culturel, quoi. Enfin, tu sais, Oui, non, Pasolini, mais tout je veux le dire, bordel. là, on parle quand même d'un film qui avait une très solide campagne de promo. Enfin, voilà, tu vois, je veux dire, on Oui, n'était oui, pas bien sur sûr. un truc un peu. Voilà, voilà, je voulais dire, c'est pas salaud, quoi. Tu vois, c'est pas la même chose. C'est salaud Ouais, donc, chez clairement. les extraterrestres. Non, mais... Ouais, voilà, oui, je sais plus, enfin, je sais plus. E.T., En tout cas, vous c'est rencontrez, vous mettez E.T. de Spielberg et salaud de Pasolini, et vous avez. Ah ouais, voilà, c'est Itchy et la zoophilie, c'est Splice. Donc je sais pas. Mais c'est un film qui m'a toujours vraiment interrogé. Ah ouais, non, Tu vois, sur clairement. les grandes limites de la gratuité cinématographique. Parce que ça n'a aucun sens, tu vois, je veux dire. Là, vraiment, on est dans l'absolue volonté de choquer pour choquer. Tu vois. En utilisant tous les traumas possibles, tu vois, et en les montrant de manière extrêmement crue. Tout. Enfin, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment un film stupide. Ah Splice. oui, Vraiment con comme ses à pieds. 1000%, quoi. Con Voilà. comme ses pieds. Con comme ses pieds, mais qui veut juste choquer bêtement, tu vois, en faisant les trucs les plus dégueulasses possibles. Donc voilà. Encore un très bon choix de carrière d'Adrien Brody, qui les multiplie, hein, faut bien le dire. Donc voilà. Mais allez-y dans le chat, donnez votre film le plus perturbant, le temps que moi de mon côté je vais. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler d'Orange Sanguine comme étant un truc horrible et dégueulasse, je l'ai jamais vu. Attends, Orange Sanguine, je sais pas de quoi. Attends, Je sais vais même juste pas ce que regarder c'est, ça. C'est Un Orange truc Sanguine. relativement récent, ça a quelques années, pas beaucoup. 2021, plus, mais, c'est. Ouais, voilà, j'en ai beaucoup entendu Ah parler. ouais, je l'ai pas vu. oui, j'ai vu l'affiche. Ouais. Ok. Ah, ça m'a l'air d'être un peu le. C'est arrivé près de chez vous des années 2020, ça. Un peu Ouais, dans c'est ça. l'idée. Ouais.
Ok. Ouais, regardez ça. Pour moi, le film le plus perturbant, alors c'est le film le plus terrifiant selon Stanley Kubrick. Enfin, du coup, ça a été vendu comme ça. Waouh. C'est un film qui a pas du tout eu de succès. C'est un film qui est un peu confidentiel. Donc, et c'est un film qui est très chiant à trouver. D'ailleurs aussi, faut à savoir. C'est L'homme qui voulait savoir, qui est un film franco-hollandais de Georges Sulisier, sorti en 88. En fait, ça raconte l'histoire d'un homme qui cherche désespérément sa femme qui a disparu subitement sur une aire d'autoroute alors qu'il partait en vacances. Et quelques années plus tard, en fait, le mec qui est toujours à la recherche de sa femme, de son épouse, en fait, est dans un état qui est devenu déplorable, quoi. Il est complètement obsédé par cette histoire. En fait, il reçoit la carte postale d'un homme qui lui demande de le rejoindre dans un café à Nîmes. Et pour lui dire, en fait, il va lui promettre de lui dire ce qui est arrivé à sa femme. Et du coup, c'est l'histoire en fait d'un psychopathe qui va jouer encore une fois avec sa proie. C'est absolument noir, c'est déprimant. Ça te fait vraiment ressentir en plus ce que c'est d'être dans l'inconnu et de ne pas savoir ce qui est une personne vraiment chère de ton entourage, qu'est-ce qui lui est arrivé en fait. Et c'est vraiment poussé à la folie en fait ce concept-là. Et ça montre aussi, c'est un peu Mindhunter avant l'heure parce que tu vois aussi le mec qui fait ses crimes et il essaye de en fait te l'expliquer sans trop en plus s'appuyer. C'est assez subtil. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, pourquoi il fait ça en fait, parce que il y a aussi ce côté de la bourgeoisie qui domine la classe finalement de prolo quoi. Donc c'est vraiment un super film, c'est terrifiant, tu finis le film, c'est une fin effroyable quoi. C'est une des pires fins que j'ai vues de ma vie, enfin dans le bon sens du terme, mais c'est vraiment le truc, c'est effroyable. T'es là, bon moi je vais crever quoi. Allons-y, mourons tous ensemble avec la joie. En parlant de pire fin, effectivement, Soldat Bleu. Ah oui, Soldat Bleu, oui, Soldat Bleu. Soldat Bleu, c'est incroyable parce que c'est un film d'aventure. Film d'aventure, t'es là, ouais, on rigole. C'est un néo-western qui passe d'un statut de quasi pseudo-comédie romantique, tu sais, enfin je veux dire, un film d'aventure à massacre d'Américains natifs sans aucun filtre, c'est terrifiant. Voilà. Mais bon, ça fonctionne, enfin je pense qu'on est totalement au cœur de les faire chercher quoi. Ah mais clairement. Et mais je l'ai découvert grâce à vous, du coup, parce que je l'avais regardé avant justement que vous faisiez l'épisode de Flash Forward. Ah ouais, c'est vachement, c'est lourd. Hein, putain, au début, je me disais putain, ça prend du temps. Ça prend son temps. Et puis t'arrives à ce moment-là, tu fais. Le dernier quart d'heure, mon dieu. Ouais, c'est horrible. Vas-y, Karim, tu voulais dire quelque chose? Alors, je vais faire mention honorable sur les films découverts grâce aux copains du podcast. J'ai voulu qu'il y ait aussi Mother d'Darren Aronofsky, qui est un film qui a laissé une empreinte chez moi. En vrai, le dernier segment du film, le bébé, tout ça, machin, ça reste une des expériences, filmiquement. Vous savez que Mother d'Aronofsky, c'est un des films, je pense qu'il est dans mon top 3 des films que je déteste le plus au monde. Mais tu nous l'avais calé de toute façon. Je vous l'avais dit que Aronofsky, c'est genre. À cause de ce film, c'est un mec que j'ai un problème avec lui personnellement. C'est-à-dire que si un jour je le croise, on se bat. Tu vois. Mais grave, je viens t'aider, mec. Je viens t'aider. Pour avoir fait ça, je viens t'aider, mec. Dans un ascenseur, tu lui éclates la gueule, quoi. Et c'est ma faute en plus, oui, parce que je vous l'avais infligé du coup dans mes pires films. Ouais. Et donc tu m'as un peu marqué au fer rouge, tu vois. C'est moins que Fun Game, mais. Vraiment, tu vois, par rapport à la manière dont il a vendu le film et dont il a voulu, tu sais, en se la racontant derrière, en faisant le edgelord à fond là. Je pense que si je le croise, on se bat quoi. Il y a pas de, il y aura pas de parole quoi. Tu vois, je vais te le faire comme Ryan Gosling quoi. Je lui dis rien quoi. Je mets un coup de marteau direct. Ryan Gosling, mon pote, à The Driver. Ouais, le driver de Pouliastel, mon pote. Attends, alors donc il y a Marie-Clémentine qui dit la grande bouffe. Ouais, effectivement, la grande bouffe, c'est assez incroyable comme film. C'est hardcore. C'est hardcore. C'est juste le concept, c'est des mecs qui vont bouffer jusqu'à en mourir. Exactement. Excellent concept d'ailleurs. Il y avait eu Orange Sanguine. Toriko nous dit The Sadness, c'est de la merde. Oh, alors non, je trouve pas que ce soit de la merde. Je trouve que c'est de la grosse merde, mais bon. Non, je pense pas que ce soit de la merde. Je trouve que esthétiquement, c'est un film qui est assez réussi. Par contre, il est absolument pas aussi choquant qu'on a voulu nous le faire croire, quoi. Alors, il y a quand même une scène, la scène du début, quand même, qui est un peu, enfin, la première invasion quand l'autre rentre dans sa maison, ce qui est pas mal, mais après. Non, mais il y a des trucs pas mal dans le film. Moi, je trouve le film pas mal, mais après. Bon, il y a une espèce de hype étrange ou d'hallucination collective autour du fait que ce soit terrifiant et dégueulasse. Bon, je pense que c'est beaucoup trop esthétisé pour être dégueulasse, quoi. Pour le coup. Il y avait Zodiac de Toto, effectivement Zodiac de Fincher, ouais. De Fincher, oui, je n'ai pas de souvenir trop. En fait, c'est le fait, c'est la scène, la scène de la cave. La scène de la cave, si oui, vous c'est vrai. Oui, c'est vrai. Scène de la cave, extrêmement super tension là-dessus. Hein, c'est incroyable. Ouais, il y a Schizophrénia aussi de Hanks qui est assez fou. Oui, l'échelle de Jacob, j'en ai déjà parlé. J'adore l'échelle de Jacob, mais c'est pas le film le plus perturbant.
Mais je ça marche suis pas sûr, non. Et on avait surtout Mother et Angst, ouais, effectivement. Voilà, on a fait le tour des films les plus perturbants. Bah, effectivement, après, il y avait toute la pelletée aussi de Gaspard Noé, tout ça. Enfin, je veux dire, mais après. Alors, ça, c'est juste nul. Hein. Ouais, c'est J'adore. juste choquant. Enfin, non, mais ça a pas Ah de. non. Alors, Tusk, c'est vrai qu'il y a Ace qui nous cite la fin de Tusk. La fin de Tusk. La fin de Tusk j'aime est beaucoup incroyable. Tusk. Tusk, c'est fou. Voilà, je tente de le montrer à quelqu'un à la maison. Justin Lee et des dents. On est encore de négociation. Ah oui, vous vous engueulez sur ce sujet. Non, on s'engueule pas, voilà, il faut voir Tusk, voilà. Ok, mais meilleur film, ouais, fais ça. Ouais. Bah, non, je suis prête. Ah ouais, je suis là pour aider. Ah, ok, d'accord. Bah, faites vos plans, allez-y. On est là. Mais non, Tusk, effectivement, Tusk, je valide. Alors, on passe aux recommandations culturelles et je crois qu'on s'était mis tous d'accord qu'on était un peu charrette, à part. Ouais, grave. À part Karim. Ouais, Karim, qu'est-ce que tu nous proposes? Karim, il vous propose un de ses passe-temps en ce moment, c'est Helldivers 2. Sorti donc sur plusieurs plateformes, et je crois PlayStation 5, enfin PS5 et PC aussi. Fait par Arrowhead Studio, que je connaissais déjà parce qu'ils sont très forts en multi, bon, pour Gauntlet, mais surtout pour Magicka, où j'ai passé des heures à jouer à Magicka avec des copains, à jouer des petites images capuchonnées et à faire de la magie combinée, faire des combos de magie, tout faire péter. Là, on est sur Helldivers 2, qui est un changement radical sur le premier Helldivers, donc c'est vraiment du TPS shoot, vraiment fait pour le multi. Alors on est clairement sur un jeu qui se inspiration Starship Troopers, encore plus drôle en vrai, hein. Vous allez jouer des Helldivers qui sont les super soldats qui vont répandre la super démocratie du pouvoir de la super terre avec des super copains et des super guns contre des super mobs. C'est super drôle et le jeu est vraiment fait comme je dis pour le multi, donc à jouer en escouade, des missions assez simples. Il y a rien de très compliqué, hein, je veux dire, à comprendre. Faut se coordonner, quoi. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a rien en fait qui est difficile. Enfin, si c'est difficile, mais en fait, les objectifs sont simples, mais c'est complexe d'y arriver. La coordination est clé. Vraiment, il y a un système de gameplay qui est vraiment bien fait parce que en fonction de ce que tu vas prendre, tu vas vraiment dépendre de tes partenaires. Le système de respawn, c'est pareil. Et t'as tout ça, tous les objectifs. En plus, t'as une espèce de jeu de mini-game en fait où tu dois bien te coordonner à tourner des trucs. Et il y a une dynamique quand même super drôle. Alors, c'est qu'ils ont vraiment repris la dynamique du Konami Code, hein, des codes dans tous les sens, à coups de touche. Ça en devient ridicule où t'as des trucs où t'as genre 15 combinaisons de touches touches, à faire. fou, Voilà, c'est super drôle en fait parce que tu passes ton temps, ce jeu en fait, alors il est très bien fait en vrai, graphiquement il est très très bien, il tourne très très bien, il est très fluide. Alors, en termes de gameplay, il y a tout, le système, tu peux payer, hein, clairement le jeu est pas cher à la base, mais il y a une espèce quand même de système de passe avec des super crédits, tu payes en argent réel, mais le jeu est généreux naturellement, tu joues, tu farmes, tu packs, tu gagnes des trucs. Et tu peux récupérer vraiment, ça donne tout ce qui est payant en fait. un milliard de trucs. À terme, en plus, ils ont un système qui est assez dynamique sur le jeu, c'est-à-dire que t'as une espèce de faction qui se bat, toi t'as des compteurs en réel, donc c'est assez cool d'avoir un sentiment de faire partie des Helldivers. Mais vraiment, ça génère des fun en partie qui sont vraiment très drôles, en fait, parce que déjà c'est du full coopératif, il n'y a pas de PVP, ou en tout cas j'en ai pas trouvé, ou n'en fais pas. Ouais, il y a du Friendly Fire, hein, malheureusement. Mais c'est génial en vrai, parce que c'est un truc à même entre potes en fait. Je veux dire, tu passes ton temps à te marrer, tu arrives toujours en vrai. Enfin, des fois tu perds, mais tu arrives tout le temps à l'arrache. Tout est fait pour buddier le truc et faire n'importe quoi, pour créer de l'épiquerie, parce que le jeu est débile. Hein, t'envoies des trucs, des frappes, t'envoies rapidement des frappes nucléaires en fait. Hein, je veux dire, tu finis avec des drones partout. Mais voilà, mais c'est vraiment très très drôle. Le jeu se prend très au sérieux dans la manière de jouer, de tirer sur les trucs. Et dans la connerie, ça vraiment, il se prend pas au sérieux. Donc Helldiver 2, c'est pas trop ma cam à la base, mais ouais, gros kiff. Alors, c'est pas le jeu sur lequel je suis le plus actif. Je joue souvent avec les potes et c'est un jeu vraiment, j'y vois que l'intérêt d'y jouer avec les potes. De toute façon, il n'y a pas de campagne solo, hein, je veux dire, si tu joues pas, tu joues dans des groupes random, faire ta vie. En vrai, pour l'instant, la commu elle est cool, elle casse pas les couilles, tu peux intégrer des groupes quand tu joues tout seul, son micro, ça utilise emoji, ça communique. Donc c'est cool. Et c'est crossplay avec PC sûr, donc ça permet de récupérer plein de potes. Les gens, en plus, c'est pas très cher. Quoi, je crois que c'est 40 30 € balles à peu près. Ouais, c'est ça, 30-40 balles. Donc c'est cool, vous pouvez y aller. Hein, si vous voulez du multi avec les copains, c'est vraiment cool et c'est quali. Hein, c'est vraiment quali. Ouais, on passe de bons moments, mais en fait, tu peux jouer en solo queue, donc ça veut dire de rejoindre des parties, des instances qui sont déjà faites. Mais c'est vrai que la touche vraiment où ça augmente l'expérience, c'est vraiment de jouer avec des potes et t'engueuler. Ah mais je pense que bientôt, on pourra. Oui, on pourra en faire, ouais, bien sûr. On pourra faire ça tous ensemble, ça sera mieux. Oui, ça pourrait être marrant, ça pour le coup. C'est voilà, de dire les choses, mais de s'engueuler.
Avec de grand dire les cœur. choses. Voilà. On s'est dit les choses. Oui. Ouais, voilà. C'est À la ça mi-temps, qu'on on s'est disait. dit les choses et ça a pas changé. Ah. Tu vois. Non, moi je veux la bromance, ça va finir en bromance. Ah, Tu vois, ça qu'on disait pourquoi pour pas, lancer des pourquoi pas, stratagèmes une À bromance entre nous. fasciste. coup de nuque dans la gueule, bien sûr. Oui, oui, on pourrait être de mauvais goût de manière légitime parce qu'on sera RP, on s'en bat les couilles, il faut qu'on fasse ça, les gars. Je vois. Ouais, effectivement, ouais, on peut faire ça, non, clairement, mais c'est un programme à faire ça. Effectivement, on nous parle dans le chat du point Shogun. Dans le point Shogun, nous sommes au 9e épisode, enfin, le 10e épisode est sorti. On n'a pas. Moi personnellement, je l'ai pas encore vu, donc J'ai pas vu en après, on va peut-être en parler un peu plus tard. Bah non, on va en parler sûrement. En fait, ça va être un épisode va en bonus. parler. Hein. C'est Ça va être un épisode bonus, on reviendra dessus, mais voilà. Ça sera un épisode Pour bonus, bien l'instant, sûr. j'ai pas encore terminé. En exclusivité pour nos donateurs Patreon, bien entendu. Évidemment. Donc on reviendra là-dessus. Après, non, bah, c'est vrai qu'en reco, je suis charrette aussi, en fait. À part vous dire, Marvin, il y a une reco. Ah oui. Ah oui. Ah putain, c'est vrai. Ah oui. La Marvin Mobile. Ah oui. Ah oui, voilà. Alors effectivement, parce que moi, comme vous l'avez compris, moi je suis là pour vous aider en fait. Dans votre, c'est là où on arrive encore sur la partie lifestyle. C'est-à-dire que moi je peux vous aider Lifelist. dans votre parcours de driver de Plougastel en fait, clairement. C'est pas une veste ou quoi que ce soit. Non. Sachez que Dieu. dans le film qu'on a vu ce soir, il y a une des voitures du film. Eh bien, ce n'est Qui pas une volait. blague. Je suis en capacité de vous la vendre. Voilà. Elle est actuellement à vendre. Donc contactez-moi. Voilà, voilà. Vous pouvez rouler dans une des voitures du film. Voilà. Soyez Voilà. Ryan Gosling. Clairement, vous pouvez être Ryan Gosling. Je peux vous donner ça. Je peux vous offrir ça. Enfin, pas vous l'offrir, hein, parce que j'ai besoin d'argent. Mais voilà. Indéniable. Mais le truc, c'est que est-ce que tu as un autoradio qui peut lire le MP3 ? Alors, figure-toi que oui. Putain. Oui, Donc, elle avait sur cette génération-là, je pouvais mettre une clé USB sur l'autoradio. Tu Effectivement. peux mettre Night Call, fenêtre ouverte, Je peux faire ça. petit gant, prends ton Je petit peux faire cure-dent. Et Je voilà, ne l'ai pas et fait, mais, rouler. mais c'est possible. Ah, ouais, c'est possible. Vivez C'est possible. le drive dream. Vivez ce Vivez moment-là. vivez le dream. Et vous êtes à un DM Voilà. de vivre le rêve. Un DM et un beau chèque. Hein. Mais un DM. Ah, oui, un DM et un peu d'argent quand même. Mais vous êtes pas si loin que ça. Tu vois, Ouais. vous êtes pas si Ouais. loin que ça. Voilà. Et franchement, indéniable. Très très belle voiture. Très très belle voiture. Voilà. Super Écoutez-les, ils connaissent. Ouais, Donc, nous, en bagnole, on s'y vous connaît. êtes- Moi, je vous le dis. Donc vous êtes pas Spécialiste de l'auto. Ah, spécialiste de l'auto, tout à bien fait. entendu. Ouais, qu'est-ce que tu crois Moi, j'ai pas le écoutez, permis. ça va faire 2 ans que j'ai pas conduit de bagnole. Voilà, des vrais spécialistes de l'auto. Bon, en vrai, maniez-vous parce qu'il faut vraiment qu'elle parte. Hein. Parce qu'après, c'est l'entretien et tout, c'est un peu emmerdant quand même. Ouais, disons que c'est Je pense que la concession derrière, au bout d'un moment, de dire tu nous casses les couilles avec ton véhicule de merde, on va la foutre à la casse, tu vas payer les frais de casse quoi. Mais bref, voilà, la full expérience est à. La full vos expérience est à un DM de vous. portes. Est à un DM. Sachez-le. Voilà, soyez le vrai. Soyez le vrai Ryan Gosling. Et on va pouvoir finir l'émission. Merci Marvin, le samouraï. Merci Karim. Soutenez-nous sur Patreon, bien entendu. Le forfait à 3€ chez List Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure. Le forfait 5€ chez List Plus qui permet d'avoir l'épisode tout en entier et aussi les épisodes bonus. Le forfait à 10€ le Hall of Fame. Alors là, c'est stickers, c'est tout ça. C'est en plus le remerciement éternel. Merci en tout cas à tous ceux qui nous donnent sur le Patreon tous les mois, vous êtes des amours. Aussi merci à tous les auditeurs parce qu'on a parlé vite fait des 2 millions, mais merci pour ces 2 millions d'écoutes. C'est quand même un palier assez ouf, on ne pensait pas l'atteindre, hein, mais on a réussi, voilà. Grâce à vous, merci beaucoup, merci Grâce merci à vous de- et grâce au hate listening aussi. Hein. On Oui, remercie aussi les gens qui nous aiment pas en fait. visiblement Non, mais vraiment, il faut les remercier. qui doivent être 5 en fait dans le bordel quoi au total. Mais c'est Je les sais plus pas, mais loyaux, en quoi. tout cas, ça se trouve, écoutez, le bah, plus. quoi qu'il arrive, même si vous êtes là parce que vous nous détestez, vous faites gonfler les chiffres et donc on vous remercie aussi, quoi. Ouais, Vraiment. clairement, vous nous faites remonter, donc il y a pas de problème. En tout cas, vous êtes merci d'exister. Merci à vous. On remercie bien sûr le Hall of Fame le plus important, Seb Natch, Will Stitch, Jérémy Courtement, Jonathan Cassès, Aurel Boer, The Cliff Keeper. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler de singes. On va parler de la planète des singes de Tim Burton avec un duo d'enfer, moi et Karim. Un peu de philosophie. Vous avez remarqué que tout le monde a Personne- refusé. Clairement, avec son bilan, c'est bon. J'ai senti dans le chat, tu vois, dans le groupe texte, tu vois, du genre, il y a des limites à ne pas atteindre. Mais la planète des singes, on Ouais, est genre là. là, c'est bon.
c'est bon, tu vois, les trucs qui passent, mais là, c'est chaud. C'est chaud, c'est complètement dur. shitlistpodcast.com pour les SAV, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Blue Sky, TikTok, Discord, et notre chat, le vrai chat qui est là, à nous parler ce soir avec nous également. Vas-y, Bugs, exprime-toi, n'inquiète pas. Tu veux acheter la voiture de Marvin, tu peux l'avoir aussi. Vis la live experience. Il a déjà une tache noire en forme de scorpion sur le dos. Ah bah oui, c'est vrai, évidemment. Il est une le courte. driver. Il est le driver, le vrai. 5 étoiles sur Apple Podcast, bien sûr, ne fait pas les cons. Podcast Addict ou Spotify. Retrouvez aussi les podcasts comme Le Début de la Fin, dont on va sortir un épisode très prochainement. On l'a enregistré et on va parler, attention, d'une série incroyable. Vous aimiez Le Destin de Lisa ? Voici la version américaine. Prêt pour vous, le fameux Ugly Betty. Voilà, nous avons parlé d'Ugly Betty, nous avons philosophé sur Ugly Betty, voilà pour vous. Et on se dit donc à la semaine prochaine. Allez, salut à tous, ciao ciao. Salut tout le monde. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.